Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et avant de commencer ce débat, on m'a dit de vous rappeler quelques gestes essentiels. La crise sanitaire n'est pas terminée, donc on garde tous au masque. Bon, je suis un petit peu loin de vous, donc je me permets de l'enlever. Peut-être que vous, on avait dit peut-être essayer d'une place sur deux. Bon, le succès de cette table ronde fait que ce n'est pas possible, mais du coup, faites attention. Remercier aussi tous les partenaires qui nous ont suivis dans cette aventure. Et je vous rappelle aussi que pour ceux qui ne sont pas là mais qui sont derrière leurs écrans, qu'ils vont pouvoir suivre en fait tous les débats en streaming sur le site de rencontrecapital.com. Alors, la réforme. Franchement, ce mot réforme, aussi longtemps que je m'en souvienne, ça pourrait être presque le début d'une chanson, j'ai toujours entendu parler du mot réforme. On parle de réformes structurelles, des réformes sociales, des réformes fiscales, maintenant on parle de réformes environnementales, et puis évidemment chacun met un peu ce qu'il veut derrière ce mot réforme, en fonction un peu de son appartenance à une école de pensée, à ses penchants philosophiques, idéologiques, voire politiques, mais à chaque fois on nous dit ces réformes elles sont nécessaires, elles sont urgentes, il faut les lancer. Et peut-être sans doute encore plus urgent et nécessaire aujourd'hui après la crise violente, soudaine et incroyable qu'on vient de vivre et qui n'est pas terminée, on le voit bien sur le plan sanitaire. Alors depuis le début de la pandémie, dans tous les grands pays riches, et je dis bien pays riches parce que ça a été très différent dans le monde en développement, les États ont été là. Ça s'est manifesté en France avec le fameux quoi qu'il en coûte et donc on en parlera aussi avec les prêts garantis par l'État, l'activité partielle de longue durée, les fonds de solidarité et compagnie. Et puis les plans de soutien divers, le plan de 100 milliards de relance présenté il y a un an, le plan de 30 milliards d'investissement, le soutien aussi des banques centrales. Donc on en est là aujourd'hui, avec des séquelles budgétaires et des séquelles sociales de cette crise, avec un double enjeu. Un enjeu d'une transition numérique qui doit s'accélérer, même si dans les 2 ans que nous venons de traverser, beaucoup s'est fait, notamment dans les entreprises où ça aurait pris sans doute 10 ans pour faire ces pas-là. Et puis, un enjeu d'une transition écologique. On va pas revenir sur les débats qui ont eu lieu pendant 15 jours à la COP. Donc voilà, ça c'est la photographie et donc des enjeux de transition écologique et numérique qui nous attendent. Alors, quelles réformes économiques et sociale à faire d'urgence dans ce contexte-là. Donc on va parler, on a 2 heures devant nous, ce qui est énorme, et en même temps, pas tant que ça, vu la complexité des sujets, avec nos 5 invités que je remercie vivement d'être là parmi nous, que je vais vous présenter. Agnès Benassi-Kéré, donc vous êtes chef économiste de la Direction générale du Trésor au ministère de l'économie et des finances. Vous avez également été professeur à l'économie de Paris, membre du Haut Conseil de stabilité financière, du Conseil général de la Banque de France, et j'en passe. Florence Sautegeau, bonjour. Vous êtes conseillère en charge des sujets sociaux, de travail et d'emploi auprès du Premier ministre Jean Castex. Jean-Claude Trichet, bonjour, vous êtes ancien président de la Banque centrale européenne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je rappelle que de 87 à 93, vous avez été directeur du Trésor, puis gouverneur de la Banque de France de 93 à 2003 et nommé en 2007 personnalité de l'année par le Financial Times. Philippe Aghion, vous êtes professeur au Collège de France, à l'INSEAD, vous êtes professeur invité à la London School of Economics, vous avez été aussi longtemps professeur à Harvard, et vos recherches portent sur l'économie, la croissance et l'innovation, et donc on en parlera dans cette table ronde. Et Yves Verrier, merci beaucoup aussi d'être avec nous, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière, vous êtes le plus ancien membre du Conseil du Bureau fédéral, du Confédéral, vous y siégez depuis 2004, et vous siégez également au sein de l'Organisation internationale du travail. Moi, je voudrais vous poser une première question, la même, à vous 5, avec des réponses concises, 2-3 minutes, pas plus, et je serai la gardienne du temps. Compte tenu de la photographie qu'on vient de donner, quelles réformes doivent être poursuivies, amplifiées ou lancées de façon impérative? Agnès Benassi.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc, si je dois parler la première, c'était peut-être à moi qu'échoit le fait de décrire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. On ne sort pas les réformes auxquelles on peut penser aujourd'hui ne sortent pas de nulle part. Donc, petit pas en arrière, avant la crise, un certain nombre de réformes ont été faites, notamment des réformes très importantes sur l'apprentissage, la formation professionnelle, avec ce qu'on appelle la désintermédiation de la formation professionnelle. Là, donc ça joue sur le facteur travail, hein, qui est un facteur essentiel de croissance. Ensuite, il y en a des réformes qui sont plus tournées sur le capital, la loi Pacte, la réforme de la fiscalité, et donc ça c'est sur le capital, et ensuite la loi de programmation de la recherche, ou d'autres réformes pour essayer d'accroître la productivité. Donc les trois éléments, trois moteurs de la croissance. Ensuite, il y a eu des réformes du côté demande, hein, je ne vais pas y revenir, sur les réformes fiscales, taxes d'habitation et revalorisation de la prime d'activité. On avait un taux de croissance qui était bon avant la crise, hein, 1,9% en 2018, 1,8% en 2019. Et une baisse du taux de chômage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise? Vous l'avez mentionné, hein, je n'y reviens pas, le soutien massif qui a fait que pour un PIB qui a baissé de 8%, l'emploi a baissé de seulement 1,5%, c'est-à-dire moins qu'à la crise précédente, où pourtant le PIB avait baissé beaucoup moins, il avait baissé seulement de 2,8%. Pouvoir d'achat maintenu, ce qui nous permet aujourd'hui de voir une reprise spectaculaire de l'emploi, puisqu'il est au-dessus du niveau d'avant-crise, et de l'activité. Alors, si je reviens à mes facteurs, hein, capital, travail et productivité, on a un investissement qui est extrêmement dynamique, ça c'est vraiment très prometteur. On a des goulots d'étranglement, néanmoins, qui apparaissent, y compris dans des activités qui ne sont pas revenues au niveau d'avant-crise, je pense à l'hôtellerie-restauration. Donc, pour moi, les chantiers prioritaires, il y en a essentiellement deux. Le premier, c'est une élévation de l'offre de travail. Et là, les signaux sont plutôt positifs, hein. On a une hausse du taux d'activité. Il y a des gens qui étaient découragés de chercher du travail, qui reviennent sur le marché du travail. C'est une très bonne chose. On a donc une baisse notamment ce qu'on appelle le halo du chômage, qui nous a été annoncé hier par l'INSEE, et une hausse du taux d'emploi très marquée. Néanmoins, ça ne suffit pas. Je pense que dans les années à venir, on a un deuxième chantier, je vais dire juste un mot, qui est évidemment le verdissement, la transition. Je pense que si vous demandez à quoi je peux contribuer pour la transition, la première chose, c'est évidemment réduire mes propres émissions de gaz à effet de serre, mais la deuxième chose, c'est aussi travailler. Je pense qu'il faut que l'endettement soit exclusivement aujourd'hui pour financer la transition écologique et pas pour financer des transferts sociaux. Et donc ça suppose, et là les deux objectifs sont vraiment concurrents, c'est-à-dire que élévation de l'activité pour produire de la richesse, pour trouver des ressources pour le défi qui nous attend, aussi pour réduire les inégalités. On sait que les inégalités sont massivement des inégalités d'accès à l'emploi, et notamment de temps plein. Et donc, les réformes, la réforme de l'assurance chômage, je sais que c'est un sujet très conflictuel, mais on y reviendra. Ça concourt à ça. Dans une période de tension sur le marché du travail, c'est vraiment le bon moment pour passer ce genre de réforme. Bien sûr, la réforme des retraites. On a des marges aussi sur le taux d'activité féminin. Il n'est pas mauvais en France, mais il y a quand même encore 8 points d'écart entre les hommes et les femmes. En Finlande, c'est 4. On peut aussi gagner sur ce tableau-là l'accueil des jeunes enfants. Hein, c'est une réforme structurelle. Quand on pense en France, réforme structurelle, c'est forcément néolibéral, etc. Mais non, des places en crèche, c'est aussi une réforme tout à fait indispensable. Et sur le vert et le numérique, je pense que, si vous voulez, on a les moyens en termes d'épargne en Europe pour financer la transition. C'est une question d'allocation de ces moyens, de coordination entre le public et le privé et entre les pays. Et c'est aussi beaucoup une question de compétences. On sait que dès aujourd'hui, les tensions sur les recrutements sont plus importantes pour les métiers dits verts que pour les métiers dits, pour la moyenne. Donc on a déjà des problèmes de recrutement. Les emplois verts, ou ce qu'on appelle verdissants, sont massivement dans la construction. Donc on peut aussi penser à l'économie circulaire, etc. Donc on a massivement besoin. Et ça va être un chantier mais énorme. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare très sérieusement à ça. Il y a dans le plan de relance, et il y avait déjà avant le plan d'investissement dans les compétences, mais le plan de relance l'a accentué. Je pense que ça, c'est vraiment l'investissement dans les compétences, ça va être le sujet majeur des années à venir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On a beaucoup parlé. En fait, ça lance bien les sujets dont on va parler tout à l'heure, parce qu'on va parler de compétences. Je voudrais passer tout de suite la parole à Florence Sautegeau. Finalement, bon, c'est pas très surprenant, mais vous allez poursuivre en fait les pistes lancées par Agnès Benassi. Compétences, emploi. Est-ce que ça marche là? Oui. Oui, ça marche. Oui, évidemment, je vais abonder dans le même sens parce que à la question quel va être l'enjeu central demain, c'est évidemment la montée en compétences. Mais la montée en compétences de tous les publics, ça va être évidemment... Il faut refaire un petit focus en arrière et je rajouterai un élément qui n'a pas été abordé, c'est que quand on est rentré dans la crise, la priorité centrale du gouvernement a été de se dire, avec l'activité partielle de crise, comment est-ce qu'on fait pour ne pas licencier, les entreprises, malgré la crise, ne licencient pas leurs salariés, conservent leurs compétences, continuent à former pendant cette période pour qu'au moment de la reprise, on ne se retrouve pas comme pendant certaines crises précédentes où on en avait tiré justement les conséquences. C'est que quand une entreprise a perdu ses compétences, quand elle a licencié, elle met un temps considérable à reformer et à retrouver les bonnes personnes au bon endroit. Et donc cette obsession pendant toute la crise, pendant tous les confinements, ça a été de conserver. Ensuite, quand on parle de compétences, évidemment derrière, on a lancé un grand plan de compétences, c'est comment est-ce qu'on fait pour former les salariés aux métiers d'avenir. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que les métiers d'avenir. Il y a évidemment aussi une formation sur des métiers que la crise a révélés comme essentiels. Et on a, avec les organisations syndicales, et je ne doute pas qu'Yves y reviendra, lancé aussi un chantier qui est comment est-ce qu'on travaille sur l'attractivité des métiers, y compris des métiers traditionnellement on ne flèche pas comme le métier d'avenir, mais qui sont des métiers indispensables quand on l'a vu pendant la crise. Nous, quand on est arrivé avec le Premier ministre, l'obsession, c'était aussi toutes les catégories. Il y a les salariés, on a lancé récemment un plan de montée en compétences sur les salariés, mais il y avait aussi tout le volet jeunes, tout le volet demandeurs d'emploi. Et à un moment donné, après cette crise, il va falloir qu'on tire les conséquences de tout cela. C'est-à-dire que la jeunesse, on le sait, dans la crise précédente, en 2008, il y avait eu un taux de chômage qui explosait pour les jeunes de plus de 30%. Évidemment qu'il a fallu, avec un plan, un jeune, une solution, mais pas seulement, faire en sorte qu'on puisse accompagner tous les jeunes. Et quand on dit tous les jeunes, d'ailleurs, ce n'est pas la jeunesse, c'est que chaque jeune doit pouvoir trouver une solution en fonction de son éloignement ou non, ses qualifications ou non. Et c'est pour ça que l'apprentissage, et on y reviendra dans le débat, j'imagine, est assez central. Et puis la dernière chose qu'il va falloir aussi qu'on tire comme conséquence, c'est que dans cette crise, nous avons, même si nous rebondissons de façon beaucoup plus impressionnante que ce qu'on nous avait prédit, qu'on est en sortie de crise à un rythme qui est satisfaisant, on a le problème des tensions et de l'adéquation des compétences. C'est complètement fou d'être dans une situation paradoxale où finalement on a un niveau de chômage encore élevé et des entreprises qui partout sur tout le pays, sur tous les secteurs d'activité, nous disent avoir du mal à trouver les compétences au bon endroit. Et les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, là, il y a une vraie action. On reviendra sur l'assurance chômage, mais pas seulement, pour qu'à un moment donné, on puisse se poser la question, malgré le plan d'investissement dans les compétences évoqué à l'instant, comment est-ce qu'on fait pour que personne s'installe dans le chômage durablement? Et les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est une préoccupation sur laquelle il va falloir qu'on travaille de façon encore plus forte demain. Merci. Jean-Claude Trichet. Vous aussi, vous allez, quand on a préparé ce débat, vous allez, mais moi j'ai envie de parler de ça, de compétences, au départ. Oui, certainement, comme un élément essentiel des réformes structurelles à mener. Mais si vous le permettez, je résume, vous avez dit 3 minutes, je vois qu'on va peut-être un tout petit peu au-delà, j'essaye de tenir. Réformes structurelles, ça me paraît absolument essentiel, et en effet, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de dire. Ça veut dire en effet rendre l'économie française beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptée à un monde qui se transforme très rapidement. Or, nous partons d'un niveau de chômage qui était avant le Covid. J'ai tendance à considérer où nous en étions juste avant le Covid, parce que le Covid a tout bouleversé dans tous les pays. Mais juste avant le Covid, nous étions le 24e pays sur 27 en ce qui concerne le chômage le plus élevé, ce qui est vraiment navrant. Donc,
premier objectif, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Le plein emploi ne doit pas être un horizon inatteignable. Nous devons pouvoir arriver au plein emploi comme beaucoup d'autres pays y sont arrivés. Ce n'est pas facile, et singulièrement dans notre pays, parce que ça suppose en effet de faire des progrès assez considérables sur le plan de l'adaptation de l'économie. Ce qui a été dit jusqu'à présent, j'y souscris, ça va dans le bon sens. On n'est pas encore, évidemment, cela a été dit aussi, à l'optimum. Deuxièmement, réformer les finances publiques. Alors là, je suis obligé de dire qu'avant le Covid, donc je ne regarde pas le Covid, avant le Covid, nous avions, donc dans la dernière année avant Covid, en 2019, les plus importantes dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut, avec le Danemark au sein de l'Union européenne, le plus grand déficit des finances publiques de la zone euro, à moins 3%, et nous étions le troisième pays le plus endetté sur les 27 pays de la zone euro, après la Grèce, l'Italie et le Portugal, 3 pays qui avaient eu des crises gravissimes. Nous n'avions pas eu de crise gravissime au moment de Lehman Brothers. Donc là, il faut vraiment corriger, parce que ça pèse sur l'économie, c'est dans les frais généraux de l'économie, ça pèse extrêmement lourd, et c'est une des explications, évidemment, que nous avons pour notre chômage beaucoup trop élevé. On peut arriver sur longue période à faire de très importants progrès. Je citerai de nombreux pays, mais je prends la Suède, 61% de dépenses publiques en proportion du PIB en 90. Ils ont eu une crise très grave. Ils sont, en 2019, ils étaient à peu près à 48% du produit intérieur brut. Donc, ce n'est pas impossible pour la France, sur une période qui est évidemment une période relativement longue, 10 ans probablement, d'arriver au niveau de l'Allemagne. Nous avons 10% de PIB, de dépenses publiques supplémentaires par rapport à nos voisins allemands, qui sont nos grands compétiteurs, évidemment. Donc, au total, si vous voulez, réforme structurelle, réforme des finances publiques, et le tout doit nous aider à renforcer la compétitivité, hors coût, éducation, formation, bien entendu l'adaptation à la digitalisation, la transition verte qui sont absolument essentielles, favoriser l'innovation, start-ups plus, je crois que c'est dans le discours du gouvernement, mais il faut aller là aussi beaucoup plus loin. Et puis, ne pas oublier la compétitivité coût. Si nous avons perdu des parts de marché au cours, disons, des 20 dernières années, c'est parce que nous avons non seulement un problème important de compétitivité hors coût, mais aussi un problème de compétitivité coût. Nous ne séduisons pas assez sur les biens et services français en rapport qualité-prix les consommateurs français, les consommateurs européens et les consommateurs mondiaux. Et nous avons là beaucoup de progrès aussi à faire. Donc un très vaste champ d'action. Très bien. Alors, je suis sûre qu'à la fois Philippe Aghion et Yves Verrier ont aussi à réagir à ce que Jean-Claude Trichet vient de dire sur sa feuille de route. Philippe Aghion. Oui, ben non, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et particulièrement ce que vient de dire Jean-Claude Trichet. Donc voilà, donc moi je vais pas répéter les mêmes choses, puisque je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense que, disons que la crise du Covid a révélé des faiblesses du capitalisme différents d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ça a montré la faillite du modèle social américain, qui n'a pas été capable de protéger les plus faibles au moment de la crise du Covid. C'est-à-dire beaucoup de gens ont perdu l'assurance santé parce qu'ils ont perdu leur travail au moment où ils en avaient besoin de l'assurance santé, et beaucoup de gens sont tombés en pauvreté. Nous, il n'y a pas eu la même chose chez nous, dans les pays d'Europe de l'Ouest ou d'Europe du Nord, etc. Donc ils ont un problème de modèle social aux États-Unis. Mais ce que ça a révélé en Europe et chez nous, c'est un problème d'inadéquation de l'écosystème d'innovation. Voilà, on n'a pas été capable quand même en France de produire un vaccin ARN, alors que l'ARN messager, c'est François Jacob, c'est chez nous que ça a été inventé, l'ARN messager. On n'a pas été capable de produire le vaccin ARN messager chez nous. C'est quand même révélateur. Et en fait, également, ce que ça a révélé la crise du Covid, c'est que on n'avait pas de masque, on n'avait pas de respirateur, on n'avait pas de principe actif. Donc moi, on a regardé avec Eli Cohen et d'autres, on a vu que dans ces produits-là, les Allemands étaient un peu meilleurs que nous au début des années 2000, et maintenant, ils sont bien meilleurs que nous. Ils ont un surplus de 20 milliards d'euros dans ces produits, et nous, on a stagné. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à part le nucléaire et l'aéronautique, dans tous les domaines, on avait perdu des parts de marché mondiales. Pourquoi ? Parce qu'on avait perdu en innovation. Parce qu'on a un écosystème d'innovation qui n'est pas adéquat. Donc il va falloir réindustrialiser par l'innovation.
Et il y a le problème de la gouvernance de la politique industrielle. C'est bien de choisir les secteurs, mais moi j'aimerais beaucoup d'arpaïser la politique industrielle. Il faut qu'on repense la gouvernance de la politique industrielle. Donc ça, je crois qu'il faut mettre toujours, quand on fait des investissements, il faut qu'ils soient transformants. Sarkozy, quand il avait fait le PIA et les IDEX, c'était transformant. On donnait de l'argent aux universités, mais il fallait qu'elles se transforment. Là, je pense que c'est pareil. Donc, premier chantier, réindustrialiser par l'innovation. Deuxième chantier, on en a parlé, c'est les jeunes. Les tests PISA sont très mauvais chez nous et de plus en plus dépendants du milieu social, mais ils ne sont pas uniformément mauvais. Ils sont particulièrement mauvais dans certains endroits. Et je pense qu'il va falloir développer les externats d'excellence, c'est-à-dire des lycées où, quand les parents ne peuvent pas aider, les devoirs sont faits à l'école, le tutorat, tout ce qui existe en Finlande ou dans des pays qui ont de très bons PISA. Mais pour pouvoir faire les externats d'excellence, il va falloir leur donner de l'autonomie aux chefs d'établissement qu'ils n'ont pas pour le moment. Donc en tirant cette ficelle-là, on voit que c'est tout le système éducatif qu'il va falloir repenser. Ça, à mon avis, c'est une énorme réforme à faire. D'accord ? C'est un deuxième pan. Donc, premièrement, innovation, industrialisation. Deuxièmement, réformer vraiment en profondeur le système d'éducation, que nous n'avons pas fait pour le moment. Et troisièmement, évidemment, la réforme de l'État. Parce qu'on sait que, comme dirait Olivier Blanchard, la capacité de rembourser la dette, évidemment, c'est d'abord réduire notre niveau de dette, mais également le différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt est important. Donc, il faut dépenser moins dans des dépenses qui ne sont pas des dépenses de croissance et dépenser plus dans des choses qui sont des dépenses de croissance. Donc moi je propose, ayant cru d'abord, mais on en parlera tout à l'heure, à la retraite à points, maintenant je pense que c'est trop compliqué, je ferai une bonne réforme paramétrique, j'allongerai de 2 ans la durée de cotisation des retraites, mais j'approfondirai la réforme de l'État, le millefeuille, etc. Mais ces économies-là, d'abord ça permet de réduire la dette, et également l'idée de dire la composition de la dépense publique est importante, il faut qu'on ait beaucoup moins de dépenses de fonctionnement et davantage de dépenses qui sont des investissements dans la croissance. Je pense que réduire la dette, c'est d'abord s'attaquer à nos dettes excessives, mais c'est également s'attaquer à la structure de la dépense publique, faire que le G-R augmente. Voilà, je pense que ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Yves Verrier. Réforme structurelle, réforme sociale, il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Oui, la question première était, est-ce que vous avez 2 réformes ? On a été bien au-delà des 2 réformes pour chacun des intervenants jusqu'à maintenant. Vous avez commencé en évoquant qu'est-ce que ça recouvre, le mot réforme finalement. Et la réforme à tout va, là déjà en soi interroge. Ça tombe assez bien parce que la Confédération France ouvrière s'est fondée sur ce qu'on appelle le réformisme. Le réformisme, c'était concevoir le progrès social vers une plus grande justice sociale à travers la réforme. C'était un peu à la différence des syndicats révolutionnaires, on va dire. Et la réforme était donc comprise pour nous comme le moyen de faire progresser la situation sociale des salariés. Depuis trop longtemps, et Mme Benassi l'a suggéré d'ailleurs, y compris quand on entend réforme structurelle, on pense plutôt à des réformes qui visent, au nom de la compétitivité, de la souplesse des économies, à revenir sur les dispositions sociales. On va plutôt, et d'ailleurs, M. Agion est très significatif de ce point de vue. Partant de l'idée d'une grande réforme systémique, on opposait d'ailleurs à l'époque le systémique au paramétrique. Au final, on dit, bon, tout ça, c'est bien compliqué. Et oui, mais d'une certaine manière, votre masque vient de tomber 2 fois, parce que derrière la réforme systémique, il fallait faire en sorte qu'on contraigne, et on reviendra sans doute peut-être un peu sur la réforme des retraites, je ne sais pas, mais ceux qui ont encore du boulot au moment de faire valoir leur retraite, parce qu'ils ne sont qu'1 sur 2 aujourd'hui, encore en emploi au moment de faire valoir leur retraite, à travailler plus longtemps. Donc, si je devais parler de réforme, la première, à mon avis, c'est à la fois au niveau national et au niveau européen. International, c'est plus compliqué, même s'il y a un pas qui a été un peu franchi avec la disposition sur l'impôt sur les sociétés qui vient de faire l'objet d'un accord au niveau des pays de l'OCDE et plus largement. C'est la question de la fiscalité, parce que on peut-être évoquera la grande sécu, mais on voit bien qu'il y a une grande complexité aujourd'hui à s'y retrouver dans qui finance quoi, et ça se matérialise beaucoup par tout le débat sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le gouvernement met en avant
des dispositions qui ont favorisé, dit-il, le pouvoir d'achat des ménages, mais qui sont essentiellement des dispositifs soit fiscaux, soit d'abondement public. On ne parle plus véritablement de salaire. Et d'ailleurs, on ne sait plus qui participe à quel financement entre ce qui relève de l'État, ce qui relevait de la sécurité sociale, donc d'un dispositif solidaire qui avait été construit à l'époque avec une participation forte des organisations syndicales, des confédérations syndicales, des organisations patronales, ce qu'on appelle le paritarisme, la négociation de cette part de richesse que l'on affectait à ces systèmes de prise en charge des aléas de la vie professionnelle, de la vie au travail, la maladie, etc. Donc je pense qu'on a besoin d'y voir clair, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on abordera la question du revenu universel, mais on ne sait plus finalement qui paye qui et qui paye qui pourquoi. Et ça devient un vrai problème, parce qu'on a du mal à négocier, par exemple, sur les salaires, là où les entreprises n'y ont pas intérêt, dans la mesure où ça amoindrit le bénéfice de telle ou telle exonération, par exemple, de cotisations sociales. On crée des trappes à bas salaire. Il y a la question plus large au niveau européen. M. Trichet peut-être pourrait réagir, ou en tout cas éclairer, mais je pense qu'on est confronté quand même à une déconnexion de plus en plus grande qui perdure des marchés financiers avec l'économie réelle. Moi, vous avez évoqué le fait que j'ai siégé longtemps à l'Organisation internationale du travail, et j'ai en mémoire la réunion du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, où sont représentés au niveau mondial 185 pays membres, les organisations d'employeurs de chacun des pays, les organisations de travailleurs, donc syndicales de chacun des pays, et les gouvernements. Ce conseil d'administration, donc tripartite, est réuni en novembre 2008, en moment où explose la crise financière. Et la réaction conjointe a été de dire, mais l'économie réelle, elle est ici. Et c'est nous qui devons aujourd'hui reprendre la main sur le fonctionnement des économies. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, on ne parlait que des agences de notation financière. On n'en parle plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais on ne parlait que de la référence. Est-ce qu'on était en A, A+, A-? Bon, bref. Et je pense que en 2015, l'OIT fait un rapport qui fait le constat qu'en 2013, 5 ans après la crise des subprimes, les dérivés financiers, on est encore à 700 000 milliards de dollars que représentent les produits dérivés sur les marchés mondiaux, 10 fois le PIB mondial. Ce sont des produits qui n'existaient pas avant les années 90. Je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes ordres de grandeur aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres. Vous avez vu toutes les affaires de Pandora Papers, le Panama Papers, paradis fiscaux, etc. Donc il y a aujourd'hui, c'est quand même frappant de constater que dans un contexte lié à la pandémie où la valeur ajoutée a globalement diminué, les taux de marge des entreprises ont augmenté, et on constate que sur le CAC 40, on verse plus de dividendes, y compris qu'on ne a réalisé de profit. Donc je pense qu'il y a un vrai problème, et la question de la réindustrialisation, à mon avis, c'est une question effectivement majeure. Et associée à cela, donc voilà, je termine là-dessus, deux enjeux fiscaux, niveau national, niveau européen, et j'ai envie de dire, si je devais dire une autre réforme, qu'on fasse un peu stand-by sur la réformite permanente, et qu'on commence par évaluer clairement les situations et regarder, parce qu'on parle de la réforme de l'État. Et je pense qu'il faut clarifier aussi un certain nombre de vocabulaires. L'État se réforme constamment. On a le sentiment, moi j'ai horreur du terme dépense publique. Comme je le dis souvent, les fonctionnaires ont l'impression qu'ils sont une dépense publique. Ils se promènent dans la rue bientôt avec une pancarte « Je suis une dépense à votre charge ». Mais les fonctionnaires, on oublie ce qu'est la fonction publique. Et tout le monde a constaté quand même que pendant la pandémie, la fonction publique, les services publics, heureusement qu'ils étaient là, comme la sécurité sociale d'ailleurs, qui prend en charge aujourd'hui, qui a pris en charge les masques,
qui prend en charge aujourd'hui la vaccination, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. On peut aussi se poser la question de l'efficacité de la dépense publique. Et là, je voudrais juste rebondir sur ce qu'avait dit Philippe Aghion sur les tests PISA. Là, on peut se poser la question de l'efficacité de la dépense publique dans l'éducation. Mais je voudrais revenir sur un point, on a beaucoup parlé de compétences, sur la jeunesse. Il y a eu une demande depuis plusieurs années, une sorte de revenu universel, jeune. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Il y a ce qu'a choisi le gouvernement. Il y a ce que vous proposez, Philippe Aghion, depuis longtemps. Est-ce qu'il faudrait pour aussi adapter les métiers d'aujourd'hui aux métiers de demain, en passer par une grande réforme et la mise en place d'un revenu universel? Bon, de toute façon, chaque pays fait comme il... Moi, disons que ma préférence, c'est pour l'idée d'un revenu conditionnel. C'est-à-dire, alors on ne va pas imiter les autres pays, chaque pays, mais parce qu'on mentionnait le Danemark, mais je pense que le Danemark fait des choses qui font pas mal. Et ils ont instauré un système, ils l'ont fait petit à petit, où en fait, quand on quitte le foyer familial, si on travaille, alors ça peut être comme l'insertion, ça peut être apprenti quand on est dans les périodes indépendantes dans l'entreprise, ou étudiant. On touche un salaire si on réussit ses examens comme étudiant. Donc, si on ne les réussit pas, à ce moment-là, ça s'interrompt pendant un certain temps jusqu'à ce que les examens soient... Donc, il y a l'idée de dire, voilà, c'est l'idée de dire autonomie et co-investissement dans le capital humain. Donc, c'est ça, c'est pas du tout un assistanat. C'est un autonomie et co-investissement. Donc, je trouve que c'est une belle idée. Alors, chaque pays le fait à sa façon. Je pense que c'est une idée qui mérite d'être creusée. C'est-à-dire dire, tu quittes le foyer familial, tu n'es plus déclaré sur les impôts de tes parents, eh bien, tu es une personne et on va t'aider. Après, tous les normaliens touchent un salaire, les polytechniciens touchent un salaire, mais ils doivent évidemment réussir, ils doivent travailler. Et je trouve que c'est une idée, en tout cas, à creuser, cette idée de le jeune doit avoir l'autonomie, on doit lui permettre de planifier son avenir, mais il doit travailler. Et donc, si tu ne réussis pas tes examens, tu n'as pas. Si tu ne travailles pas un certain nombre d'heures, tu n'as pas. Et voilà, donc ce n'est pas un revenu universel d'assistanat. C'est autonomie, co-investissement dans le capital humain. Je pense qu'il y a une idée là à creuser. Alors, comment on le fera? D'abord, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Donc, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur beaucoup de choses qui existent, qu'on remet autrement. Ce n'est pas forcément un coût très grand supplémentaire par rapport à ce qui se fait déjà. Mais je crois qu'il y a une idée là qu'on peut creuser. Voilà, c'était... Florence Sautegeau, est-ce que le revenu d'engagement, c'est la première pierre de ce revenu qu'on pourrait imaginer? Précisément pas. Parce qu'on a eu tout le débat, vous le savez, du RSA jeune, on a eu ce débat sur le revenu universel, et en fait, le gouvernement a précisément fait le choix inverse, de ne pas rentrer sur la jeunesse, l'accompagnement des jeunes par le revenu, mais l'accompagnement des jeunes par des solutions à leur offrir. Vous savez probablement que dans notre pays, nous avons 1 million de ce qu'on appelle NEETs, c'est-à-dire des jeunes sans emploi, sans formation ni emploi. Et sur ce million, il y a environ 500 000 jeunes aujourd'hui qui, malgré la crise, on le sait parfaitement, sont tellement éloignés de l'emploi qu'ils ne trouveront pas de formation, d'insertion ou même un job, puisque c'est ça l'objectif, tout seul. Et donc, on est rentré par la réforme qui consistait à se dire, nous allons proposer à la jeunesse un contrat en faisant le choix de cibler ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, ces fameux 500 000, et en étant extrêmement exigeants et en chapeautant tous les dispositifs. Ça a été rappelé très justement, il existe dans notre pays énormément de dispositifs dont vous avez déjà dû entendre parler, la garantie jeune, le PACEA, vous allez dans une mission locale, vous allez à Pôle emploi, on vous propose des dispositifs d'insertion, on vous propose d'entrer dans des formations. Et donc là, la proposition, le projet qui a été mis sur la table et qui rentrera en vigueur au 1er mars, c'est d'être extrêmement exigeant et de proposer aux jeunes de moins de 26 ans, dans la situation que j'ai précisée, c'est-à-dire éloignés de l'emploi, un contrat de 15 à 20 heures par semaine de formation, ou bien c'est de l'insertion, ou bien le jeune est capable de rentrer dans un contrat d'apprentissage, ou bien il faudra passer par des SAS avec un lien très direct avec le conseiller.
Et évidemment, on le sait, on sait que poursuivre une formation, poursuivre une insertion, pour même parfois faire des ateliers, quand vous n'avez pas du tout de ressources, eh bien, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, dans ce contrat, tous les jeunes qui auront des difficultés financières pourront avoir une allocation jusqu'à 500 €. Mais vous voyez bien qu'en fait, la première rentrée, c'est de signer un engagement d'aller vers respecter l'accompagnement que le référent lui proposera. Ça sera d'être assidu et, si besoin, d'avoir cet accompagnement financier. Et pendant 1 an, avec l'objectif évidemment que dès lors que vous renforcez considérablement l'accompagnement, que vous avez un conseiller dédié, référent, que vous voyez extrêmement souvent, le but du jeu, c'est de sortir du dispositif le plus rapidement possible pour avoir du coup une autonomie et avoir un travail qui assure les ressources de ce jeune-là. Voilà comment le gouvernement est rentré dans le sujet de l'accompagnement des jeunes, en se disant que c'était évidemment l'intensité du parcours qui allait ensuite être la solution à l'autonomie du jeune. Avant de passer, je vois que les minutes défilent terriblement, et donc avant de passer justement la parole à nos jeunes qui sont là, je voudrais vous entendre sur revenir à la photographie de départ et aux séquelles budgétaires, et donc à la question budgétaire. Vous avez dit, Jean-Claude Trichet, qu'il faudra de toute façon baisser forcément le poids des dépenses publiques, et Agnès, au début, vous avez dit l'endettement doit être aujourd'hui fait pour financer la transition écologique. Comment on concilie les deux choses, et ça veut dire comment aussi on fait un consensus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on coupe dans les dépenses publiques, qu'est-ce qu'on accroît, le choix et le consensus qu'il faut avoir pour faire cette décision. Je voudrais vous entendre sur ces 2 points. Si vous m'interrogez juste en quelques secondes, il faut faire les deux, naturellement. Il faut redéployer massivement, parce que cela a été dit, je crois, par beaucoup de ceux qui se sont exprimés. Il y a des dépenses qui ne sont pas réellement productives dans une perspective de moyen-long terme. Mais lesquelles, par exemple ? Et de solutions du problème du chômage, qui est notre problème essentiel. Alors, les comparaisons internationales, à mon avis, sont ultra utiles. Il faut regarder ce que font les meilleurs. Je dois dire qu'en effet, il me semble qu'on a encore pas mal à gagner en productivité, entre guillemets, du secteur public au sens large. Il n'y a pas que l'État, il y a l'ensemble, bien entendu, du secteur public au sens de Maastricht, si je puis dire. Et puis, il y a des points qui sont aveuglants. Nous dépensons 4 points de PIB de plus que les Allemands en retraite. Bon, alors, ça, on ne peut pas éluder ça, bien entendu. C'est extraordinairement difficile. Le professeur Aguillon a changé d'avis sur ce sujet, parce qu'il prouve à quel point c'est difficile pour tous. Mais c'est là, 4 points de différence. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Et je dois dire qu'au total, encore une fois, il faut faire les deux. Si on est constant dans notre objectif, qui est d'arriver au plein emploi, dans une perspective de moyen-long terme, et bien entendu, un plein emploi compatible avec un niveau de prospérité convenable auquel nous devons absolument, compte tenu de nos ressources, aspirer, bien sûr. Agnès Benassi-Kéré sur ce point-là, et après Yves Verrier. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas du tout dit que la transition devait être financée entièrement par endettement, et notamment endettement public. Hein. Attention, je pense qu'elle doit être massivement financée par le secteur privé, en réalité, les entreprises, les ménages, qui peuvent, par exemple, rénover leur maison. Alors, j'ai peut-être une petite différence avec Jean-Claude Trichet. Je pense que les dépenses publiques en soi, c'est pas vraiment le sujet, le problème. Et là, je vais me réconcilier avec Yves Verrier. C'est pas vraiment le problème des dépenses publiques en soi, c'est comment les financer. Donc, on dit si on les finance pas par dette, il faut les financer par des ressources. Et ces ressources, c'est de la fiscalité. Or, et donc c'est un choix démocratique. Or, il semble que la capacité du citoyen français à accepter des hausses de fiscalité, le consentement à l'impôt, soit un petit peu, disons, émoussé. Et par ailleurs, on sait du côté des entreprises que, par exemple, la décision qui était prise de baisser les impôts de production semble avoir eu un impact extrêmement favorable à l'investissement, y compris dans la transition écologique. Donc ça peut être aussi un bon calcul. Donc je pense qu'il faut faire, il faut faire attention à ça. Et effectivement, la transition écologique va encore renforcer
la pression sur les choix de dépenses publiques et l'importance du rendement, et là j'abonde sur les jeunes, je pense qu'1 euro dépensé dans de l'éducation des jeunes, ça permet d'élever le revenu du jeune tout au long de sa vie et non pas juste quand il le reçoit. Donc c'est absolument indispensable que cet euro ait le rendement le plus élevé possible et donc qu'il soit bien ciblé. Maintenant, donc je pense que la transition va nous mettre encore plus de pression parce qu'on va nous dire donc il va y avoir une tarification carbone, qu'on le veuille ou non, il va bien falloir le faire. Donc il y a des discussions sur comment faire que ce soit accepté, que les ménages modestes n'en souffrent pas et donc qu'ils reçoivent des chèques énergie, il faut etc. compenser. Voilà, pour compenser. Ça, c'est de la dépense publique, on est d'accord. Donc, on va avoir la pression pour la hausse de la dépense publique. Oui. D'où l'importance encore plus grande des pressions à la baisse sur des dépenses publiques. Donc, il y a la piste des retraites, il y a d'autres pistes. Je pense que ce n'est pas le moment ici d'étaler. On en parlera, parce que je crois qu'il y a une des questions des jeunes sur ça, en fait. Donc, Yves Verrier. Je peux dire un mot, je vais juste dire un mot sur la réforme de l'État. Voilà, juste un exemple. Bon, d'abord, on sait qu'il y a. Je vais paraître très. Oui. D'abord, on sait qu'il y a des gens qui ne travaillent pas 35 heures, d'accord. Voilà, on le sait, et c'est voilà. Moi, je penserais que 35 heures devrait être le minimum absolu. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent beaucoup moins de 35 heures. Alors voilà, bon, ça, Et alors moi, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Au Collège de France, là où je suis, bon, il y a toute l'administration du collège, où mes assistants, etc. Ils n'ont pas besoin d'être fonctionnaires. Ils peuvent tout à fait être CDI. Je veux dire, autant du régalien ou des enseignants ou etc. Des missions régaliennes, mais moi, je pense qu'il y a toute une partie. Moi, je vois très bien. J'ai absolument pas besoin que la personne qui travaille pour moi soit une fonctionnaire. Ça n'a pas de sens. Elle pourrait être totalement CDI, etc. Donc je pense qu'il va falloir repenser la structure. Tu vois, il y a les missions régaliennes, il y a d'autres missions, et puis il y a d'autres choses qui peuvent être CDIsées ou rapprochées du CDI, qui sont avec de différents types de contrats. Et je pense que ça doit être pensé en profondeur, ça n'a pas été fait encore. Et puis le fait des missions. Nous, on avait pendant le CAP 22 avec Pisani, Revel, on était un petit groupe de 5, on pensait qu'il fallait beaucoup, donc pour les missions longues, travailler beaucoup plus sur l'aide de mission, comme les Suédois ont fait, vous voyez, beaucoup plus sur des choses comme ça. Et nous, c'est trop les réglementations ex-ante. Par exemple, si je veux acheter un crayon au Collège de France, on fait une recherche pour savoir si c'est le crayon le moins cher. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des trucs d'un autre âge, tu vois ce que je veux dire. Alors que l'aide de mission, ça marche beaucoup mieux. Tu vois, agencisation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut agenciser. Donc je pense que là, on peut aller beaucoup plus loin que l'on l'a fait. Et des chantiers passionnants. Voilà, Yves Verrier. Vous disiez gentiment au tout début que j'étais le plus ancien membre du bureau confédéral de Force ouvrière. Et bon, c'est le fait d'un âge certain qui est le mien. Je dis cela parce que ça fait 30-40 ans que je suis engagé à différents niveaux dans le syndicat. Je suis fonctionnaire, je suis ingénieur météo de formation. Il se trouve que c'était dans le giron de la fonction publique, ça l'est toujours, par le biais d'un établissement public à caractère administratif. Mais ça fait 30-40 ans que j'entends dire qu'on va réformer l'État. Donc je me tourne vers celles et ceux qui nous disent qu'on réforme l'État depuis 30-40 ans, et je leur demande, mais qu'avez donc vous fait pour que cet État ne soit toujours pas réformé, puisqu'il faut encore le réformer. Et Monsieur Aguillon, ça change quoi de passer du statut de fonctionnaire au CDI? C'est quoi l'objectif du point de vue de la dépense publique? C'est de faire que le CDI coûte moins cher que le fonctionnaire. Bon, mais quel que soit le statut, le problème, franchement, c'est du cliché, ça. C'est du cliché. Je vais prendre mon exemple, mais on pourrait prendre les hôpitaux. La fonction publique française est très performante. Faites des comparaisons par rapport à ailleurs dans le monde. L'Institut Météo France est sinon le meilleur au monde. Les modèles qu'on utilise aujourd'hui en matière de projection climat, ce sont des modèles qui sont conçus par les ingénieurs, les chercheurs de Météo France, les techniciens. Donc voilà, et je pourrais le dire en matière de fiscalité, je vous parlais des hôpitaux, bref, encore une fois, moi, par rapport à la jeunesse et à la question de l'emploi, c'est quelque chose que l'on porte, que j'ai déjà à plusieurs reprises porté devant le Premier ministre, donc Madame Sojo est ici, elle le sait, la question de la qualité des emplois. D'abord, on a un vrai problème. Si on veut regarder les pourcentages de dépenses publiques par rapport à d'autres pays, il faut regarder le pourcentage de l'emploi industriel aussi, parce que ça pèse beaucoup dans le rapport entre dépenses publiques et richesse globale produite par le pays. On a
découvert, M. Aguillon le mentionnait, à quel point on était dépendant à la fois en matière d'innovation et de transformation de l'innovation en production. On était dépendant pour bien des médicaments. Bref, on est aujourd'hui contraint dans la reprise par le problème de la dépendance aux semi-conducteurs, à un certain nombre de matières premières. Donc, je pense qu'on ne peut pas regarder la seule question de la dépense publique si on ne regarde pas l'ensemble du tissu industriel, premièrement. Et l'Allemagne, de ce point de vue, n'est pas du tout dans la même situation que la France. Deuxièmement, je pense, et je termine là-dessus, excusez-moi, mais par rapport à la question de l'emploi des jeunes, on a tout ce qu'on a appelé les emplois essentiels, les emplois de deuxième ligne. Nous avions lancé, FO, avant même la crise sanitaire, un sujet qui était celui de la reconsidération, nous l'avions délibérément appelé comme ça, nécessaire, indispensable et urgente de tous les emplois de service à la personne. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent, et on y a ajouté tous ceux qu'on a appelés deuxième ligne, on a parlé des caissières, bon bref, je ne vais pas rentrer dans tous les secteurs d'activité, mais ce sont beaucoup d'emplois qui sont, moi j'ai dit scotchés au SMIC, mais confinés au bas salaire, sans perspective d'évolution, qui sont enfermés dans un métier par les processus d'externalisation. Il y a un sujet, tiens, si on devait travailler aussi là-dessus en termes de réglementation, c'est les chaînes de valeur, les relations donneurs d'ordre sous-traitants, les sous-traitances en cascade, qui enferment à la fois des entreprises et par voie de conséquence des salariés dans des métiers ou des emplois pour lesquels il n'y a aucune perspective d'évolution. Et on a trop d'emplois qui ne sont pas attractifs pour cette raison. Et je pense qu'il faut remonter tous ces emplois. Ce sont souvent des emplois plus féminins. Et on réussira ainsi, et quand je dis reconsidération, qu'on porte un autre regard sur la valeur de ces emplois. Alors on m'oppose souvent la solvabilité en question. Yves Verrier, une seconde et vous terminez, je passe tout de suite la parole. Et je termine, les retraites, les 320 milliards d'euros de prestations de retraite, ça n'est pas un bas de laine, c'est réinvesti dans l'économie parce que les retraités consomment, et notamment, puisque je parlais des métiers de service à la personne, avec le sujet de la dépendance aujourd'hui, parce que ça, vous pourrez y faire tout ce que vous voulez, il faudra prendre en charge la dépendance et ce sera un coût. Mais c'est un coût qui produit de l'activité économique. Merci. Je suis persuadée que dans les questions des jeunes que je connais déjà, on va revenir sur des sujets, et parce que je vous voyais tous réagir à ce que disait Verrier, je sais que vous avez envie de poursuivre ce débat, et donc je vous passe tout de suite la parole. Donc vous vous présentez, puis on va prendre vos 4 questions d'un coup, et elles vont être dispatchées entre nos débatteurs. Bonjour à tous, on m'entend bien ? Oui, super. Donc je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour les rencontres capitales. Donc, je m'appelle Maxime Lost et je suis étudiant en Master 2 en finance durable. Donc mes études parlent évidemment d'économie et d'enjeux environnementaux. Et c'est sur ce sujet dont j'aimerais revenir. On a beaucoup parlé de social, mais j'aimerais parler d'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a récemment émis le souhait de réindustrialiser la France, donc dans le cadre de son plan financement 2030. Et du coup, dans cette perspective, comment cette réindustrialisation pourra faire face aux enjeux sociaux, mais surtout du coup environnementaux. Merci. Alors, première question, réindustrialisation et comment on conjugue réindustrialisation et transition écologique. C'est ça, exactement. Deuxième question. Alors, bonjour. Je suis en études à Barcelone, à TBS, en Bachelor Management. Ma question, c'était comment repenser la concurrence face à l'émergence des GAFAM, si vous jugez cela nécessaire pour favoriser l'innovation ainsi que l'entrepreneuriat et empêcher une telle concentration des richesses. Repenser la politique de concurrence. Troisième question. Bonjour, je m'appelle Rémi Martel, je suis étudiant en 2e année de classe préparatoire au lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Également fondateur du compte Instagram d'actualité économique ActuEco, suivi par 20 000 personnes. Voilà pour la pub. Bravo. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Bensekiri, vous disiez que la dette devait servir à financer la transition écologique principalement. Je pense que ça va parler à Monsieur Jean-Claude Trichet. La BCE a publié au mois de septembre dernier son premier rapport stress test climatique. Donc l'exercice consistait à tester l'impact du changement climatique sur plus de 4 millions d'entreprises dans le monde et 1600 banques au sein de la zone euro. Et le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos,
avait conclu qu'il était essentiel d'opérer une transition précoce et progressive pour réduire l'émission des gaz à effet de serre de ces acteurs. Moi, je voulais savoir, selon vous tous, quelles solutions, comment opérer cette transition écologique de manière rapide et durable. Quels outils, la transition? Et dernière question. Donc bonjour à tous, je m'appelle Alexis Grand, je suis élève à Sciences Po en Master 1 d'affaires publiques. Et je voulais vous poser une question, donc revenir pour clore tout ça sur une question un peu plus générale sur l'État social, puisqu'on sait que l'État social en France a été pensé entre la fin du 19e siècle pour aller vite et a été vraiment formalisé en 1945 avec à la sortie de la guerre. Mais c'était une époque où il y avait justement beaucoup plus de gens dans la fonction publique, où il y avait des gens qui restaient très longtemps dans des entreprises, où on avait des vraies perspectives. Et alors qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution globale, c'est peut-être une impression, mais c'est une impression qui me travaille depuis un bout de temps maintenant, on a cette impression qu'on va aller vers une ubérisation du marché du travail, qu'on va avoir de plus en plus d'intérim dans le monde où nous vivrons. Et donc je voulais vous demander comment repenser le système dont on a vu l'utilité, comme le disait M. Aguillon, le système français par rapport au système américain. On a vu l'utilité de ce système, de tout ce système d'aide sociale et d'État social, mais je voulais savoir comment, selon vous, repenser l'État social pour l'adapter aux besoins du marché du travail, mais en général aux besoins de la société, et y compris aux besoins des jeunes, donc au XXIe siècle. Je vous remercie. Merci. Vaste question. Donc, la réforme de l'État-providence, retraite. C'est votre question. Alors, qui répond sur réindustrialisation et transition? Comment on conjugue les deux, réindustrialisation et transition écologique? Agnès. Moi, je veux bien répondre sur ça. Si on regarde le plan France 2030, il n'y a aucune contradiction, puisque c'est 30 milliards. Il y a 8 milliards sur énergie propre et 4 milliards sur les transports propres. Il y a 2 milliards sur l'alimentation et 3 milliards sur la santé. Donc je vois absolument aucune contradiction. Il faut cesser de penser que réindustrialisation, ça veut dire des cheminées qui fument et qui polluent. Aujourd'hui, d'ailleurs, les data centers chinois polluent plus que les entreprises industrielles en Europe. Donc je pense qu'il n'y a aucune contradiction. Et clairement, le gouvernement s'engage uniquement, et d'ailleurs très dur avec tous ceux qui proposent, et ça ne manque pas, des projets bruns. Et donc poursuit sa ligne de transformation de l'économie. Je profite juste un instant sur la question des GAFAM. Je pense qu'il ne faut pas non plus rougir en Europe. On en parlait du modèle social, mais on peut aussi parler de la politique de la concurrence. Il y a des travaux comparatifs entre l'Europe et les États-Unis qui montrent que la politique de la concurrence en Europe a été beaucoup plus efficace justement pour empêcher la dominance des grandes entreprises, enfin pas pour l'empêcher totalement, mais pour, disons, limiter son emprise et surtout sa captation des rentes, puisque c'est ça, c'est la captation des rentes. Et on voit l'impact déjà aux États-Unis sur l'investissement. Ça a été montré notamment par les travaux de Thomas Philippon. Et il y a des directives en cours de négociation en Europe pour aller plus loin. Et enfin, sur la transition, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'on est devant de deux problèmes, qui sont les actifs échoués et les compétences échouées. Donc, ce n'est pas parce qu'on investit beaucoup que nécessairement... il y a une vision très, très rose de la transition, où on va faire plein d'investissements, ça va faire de l'activité, et de même que les retraités qui dépensent, ça fait plein d'activités, voilà. Et donc on finance, on ne sait pas très bien comment ça, surtout que le système productif, il accumule de l'investissement, mais pas nécessairement du capital productif, parce qu'à côté, il y a du capital qu'il faut déprécier et déclasser très rapidement. Et on peut le voir que ça peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on croit. Et ça va secouer sur le marché du travail, d'où l'enjeu des compétences dont on parlait tout à l'heure, avec des gens qui vont devoir changer complètement de secteur ou d'activité dans le même secteur. Donc plus c'est progressif, mieux c'est. Malheureusement, plus on avance, moins il reste de temps pour le faire. Et donc, je pense que ça risque... Alors, ce n'est pas forcément en termes agrégés, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on a les moyens, et finalement, si on consomme moins et qu'on investit plus, finalement, ça peut faire autant d'activités. Simplement, ce n'est pas les mêmes secteurs. Et donc, il faut que le système productif s'ajuste très rapidement. Si je peux dire un mot. Allez-y. On dit quelques secondes sur les sujets qui ont été abordés. Vous pouvez répondre Alors, transition verte et réindustrialisation, effectivement, la transition verte, dans une très large mesure, c'est l'industrialisation verte nouvelle. Comme le disait Agnès, l'un des problèmes que l'on a, c'est que
il y a un stock de capital qui devient obsolescent, et ça pèse sur l'économie. La transition, elle n'est pas gratuite, hein. Et par ailleurs, on va investir beaucoup plus au niveau mondial, ce qui veut dire que les taux d'intérêt réels vont probablement augmenter. Et ça, c'est un environnement qui va être différent. On n'insiste pas là-dessus, mais il y a un vrai problème. Ça va nous poser un problème de dette. Au niveau mondial, pas simplement au niveau français ou européen. Deuxièmement, la BCE est très en pointe dans ces questions de transition verte, à juste titre. La Banque de France encore plus, si je puis me permettre, parce qu'elle a été leader dans ce domaine et elle est animatrice, disons, d'un réseau de banques centrales qui sont très engagées. L'un des points d'entrée est évidemment les stress tests, de voir quel va être l'impact du changement climatique sur l'ensemble des entreprises. Les chiffres ont été cités par le questionneur. Et bien entendu sur les banques et l'ensemble des institutions financières qui sont sous la révision, disons, générale, en tout cas de la Banque centrale européenne et de l'ensemble des banques centrales dans le monde très largement. Donc là, on a un problème majeur. Je suis personnellement très très content que les banques centrales aient pris les devants dans ce domaine parce qu'elles aident, disons, à la prise de conscience générale. Par ailleurs, je note en passant que j'étais moi-même président d'un petit groupe mondial qui a conseillé les IFRS, comme on dit dans le jargon, donc ceux qui ont la garde, disons, des règles comptables au niveau mondial, et qui maintenant vont avoir la garde des règles et des recommandations prudentielles, disons, sur la transition verte. Il est très important qu'il y ait effectivement un consensus mondial. La COP26 a montré que ce consensus était en train d'élaboration, mais c'est très très important. Un mot sur les GAFA. Les Américains ont laissé tomber leurs comment dirais-je, règles immémoriales de concurrence, de respect de la concurrence. On a là une anomalie épouvantable, on en souffre, et il est très très important que nous luttions au niveau européen, parce que c'est au niveau européen naturellement que la lutte est possible, mais là il y a un énorme sujet. Le retard des Européens combiné avec l'absence de réelle concurrence et compétition aux États-Unis et en Chine aussi, crée un problème monumental. État social, si l'on veut que les Européens restent sociaux et puissent rester sociaux par rapport aux États-Unis, on dépense quand même quelque chose, ensemble des pays européens, comme 15% de PIB de plus. M. Aguillon a beaucoup insisté là-dessus, il a absolument raison, mais il faut bien gérer, parce que si on ne gère pas bien, à un moment ou à un autre, il faut revenir complètement sur tout ça. Je l'ai observé moi-même en Grèce, en Irlande, au Portugal, et aussi en Espagne et en Italie, dans une assez large mesure. Donc il faut faire attention, la sagesse et la bonne gestion, c'est la protection des plus démunis et des plus défavorisés. Philippe Aguillon. De nouveau, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment par mes interlocuteurs. Donc, sur l'énergie, donc le plan 2030, comme ça a été très bien expliqué, prévoit donc une partie donc, investie dans l'énergie verte. Je voudrais dire juste sur l'idée de la décroissance. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que la solution serait la décroissance. Parce que voilà, on disait, voilà, c'est vrai qu'avant 1820, il n'y avait pas de pollution, la température commençait à augmenter au moment où la croissance a démarré au début du 19e siècle. Donc revenons à avant 1820. Ça ne peut pas être la solution. On a eu une expérience naturelle. Ça a été le premier confinement. Entre mars et juin 2020, le PIB français baisse de 35%, les émissions de CO2 de 8%. Et donc, si on voulait juste reposer la décroissance, il faudrait être en permanence dans le premier confinement, dont on sait les dégâts que ça a provoqué chez les jeunes, mondialement, les pays en développement. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de famine parce que l'activité a baissé, etc. Donc, ça ne peut pas être la solution. La solution, c'est l'innovation verte. Alors, le problème, c'est que les entreprises qui, dans le passé, ont innové dans des technologies polluantes, tendent spontanément à continuer d'innover dans les technologies polluantes. Donc, il faut rediriger le changement technique des entreprises vers l'innovation verte. Comment vous le faites ? Ben, il y a un certain nombre d'instruments. La taxe carbone, mais on sait que c'est pas évidemment que c'est un instrument très important, mais il faut le faire intelligemment et on sait que c'est beaucoup
plus compliqué qu'on ne pense. On a appris de 3 dernières années, mais ça ne faut pas l'abandonner, c'est très important. Il y a évidemment la politique industrielle verte et la subvention à l'innovation verte. Alors par exemple, dans le rapport Blanchard-Tirol, j'ai fait le privilège de faire partie, j'ai beaucoup poussé moi pour une DARPA énergie européenne, de créer l'équivalent, vous voyez la BARDA, on est tous là aujourd'hui, en grande partie grâce à la BARDA, la Biomedical Advanced Research Development Authority, qui ont transformé l'ARN messager en production de masse de vaccins en 1 an. C'est comme ça qu'on est tous ici aujourd'hui, d'accord? Il faudrait faire la même chose sur l'énergie et le faire au niveau franco-allemand, les pays qui veulent. Voilà, donc ça je pense. Et le nucléaire, évidemment, très important. Je crois que le président a fait quelque chose, personne n'en a parlé ici, c'est aberrant de se prétendre environnementaliste et de vouloir supprimer le nucléaire. Ça n'a pas de sens. Alors c'est une énergie de transition, on va aller à long terme vers d'autres sources, mais il faut à la fois renforcer notre parc nucléaire et en même temps faire des investissements dans l'hydrogène, dans la fusion nucléaire, dans le photovoltaïque, etc. Et il faut mener les deux de front. Et ça, c'est tout le problème de la transition énergétique. Il y a des sources intermédiaires, mais le nucléaire est quand même... La France contribue qu'à 0,8% des émissions de CO2 mondiales. On est la 6e puissance mondiale et on ne contribue qu'à 0,8%. En grande partie, c'est grâce au nucléaire. Donc on ne peut pas, mais il faut le gérer et en même temps préparer le futur. Et ça, c'est tout le défi de la transition énergétique. Sur la concurrence, tout ce qui a été dit est tout à fait juste. Moi, je crois qu'il va falloir, au niveau européen, on avait une politique de concurrence qui est en général très bien, mais très axée sur market definition and market share. C'est-à-dire qu'on regarde les parts de marché. Et maintenant, on dit de plus en plus qu'il faut adapter la politique de concurrence aux États-Unis et aussi en Europe à l'ère du digital. Si on autorise ou pas une fusion-acquisition, il faut regarder l'effet qu'elle aura sur l'innovation future et l'entrée future d'entreprises. Il faut que ce soit beaucoup plus dynamique. Et je pense que là, il y a une réflexion à mener pour moderniser notre politique de la concurrence. Alstom Siemens, on a dit qu'il ne faut pas faire parce qu'à eux deux, on n'achète que des trains à grande vitesse d'Alstom et Siemens. Mais c'est un marché contestable parce que n'importe qui peut acheter des trains chinois. Donc, tu vois bien que le critère de market share est un critère très incomplet. Il faut moderniser la politique de la concurrence, comme il faut moderniser la politique industrielle. Et voilà, donc c'est pour marier les deux mieux. Et enfin, sur la réforme de l'État, je crois qu'effectivement, tout ce qui a été dit est juste. Il faut bien gérer les fonds publics et il faut avoir vraiment la culture de la gouvernance et de la performance. C'est pour ça que j'aime bien l'agencisation. Parce que l'agencisation, tu as une lettre de mission, on te demande de rendre des comptes et tu dois montrer ta performance. Il faut regarder l'efficacité. L'école, regardons les tests PISA. Politique d'innovation, regardons les brevets ou l'entrée de nouvelles entreprises. Je crois qu'il y a des critères de performance. Maintenant, il y a des données. Et on sait très bien montrer ça. Et je crois qu'il faut maintenant avoir une culture du résultat et de la performance. Je crois que c'est l'efficacité de la dépense publique, plus que jamais, doit être. Et tout à l'heure, vous parliez sur il y a des endroits qui marchent très bien dans la fonction publique et d'autres qui ont de très bonnes performances et d'autres qui n'ont pas. Il faut se soumettre à des critères de gouvernance et de performance. Je crois que c'est vraiment une révolution à faire et nous ne l'avons pas encore suffisamment faite. Florence Sotojo. Alors, moi je réagirais plutôt à l'intervention sur l'état social et plus exactement sur ta première partie d'intervention où tu parles d'ubérisation de la société. En fait, évidemment que nous sommes dans une période où mes parents ont connu l'emploi à vie, le CDI à vie dans la même entreprise et on n'est plus dans cette organisation-là. Mais d'ailleurs, il faut se poser la question, d'ailleurs, quand j'ai tous ces jeunes autour de moi, est-ce que c'est votre objectif absolu que d'avoir le CDI et dans la même entreprise toute votre carrière ? Par contre, évidemment, une fois qu'on a dit ça, et je m'adresse principalement à des jeunes diplômés, les jeunes sont divers, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, et donc on voit bien quand même que le CDI reste la chose importante, d'ailleurs, pour obtenir un logement, pour obtenir un crédit. Donc je ne suis pas en train de dire que la fin du CDI est finalement une très bonne nouvelle pour tous les jeunes et les salariés de ce pays, pas du tout. Mais en revanche, il faut qu'on travaille avec l'évolution de la société. Je pense que c'est très enrichissant aussi de passer d'une entreprise à l'autre, d'un travail à un autre, d'un secteur à l'autre. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Alors, je vais pas revenir sur les compétences, parce qu'en fait, la solution, c'est que quand vous avez des compétences, quand vous avez eu les formations qui vous permettent, à n'importe quel niveau, du CAP à l'école d'ingénieur, mais que vous avez un savoir-faire, il est bien plus facile de passer
d'une entreprise à l'autre et encore plus d'un secteur à l'autre. Et d'ailleurs, nous avons, avec les partenaires sociaux, travaillé sur un dispositif qui s'appelle Transco, dans notre jargon, transition collective. C'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner les salariés qui sont dans des secteurs qui décrutent, pour aller passer dans un autre secteur, dans une autre entreprise qui, elle, au contraire, recrute, pas forcément d'ailleurs sur des métiers d'avenir, mais sur des métiers en tension. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a dit ça, l'ubérisation, en fait, elle se travaille. La lutte contre l'ubérisation, ou du moins la précarité, puisque c'était ça derrière qu'il y avait, c'est la montée en compétences, évidemment. C'est la lutte contre l'abus des contrats courts. Et d'ailleurs, quand on parle de l'assurance chômage, ce qui me permet de faire un petit lien sur l'assurance chômage, c'est aussi le bonus-malus des entreprises qui abusent des contrats extrêmement courts et qui mettent en situation compliquée un certain nombre de salariés. Et d'ailleurs, là, du coup, mais l'assurance chômage, c'est ce filet de sécurité qui ne doit jamais être, en revanche, autre chose qu'un filet de sécurité. Donc, cette réforme, c'est d'une part travailler sur les abus des contrats très courts qui mettent en situation compliquée. C'est deuxièmement la possibilité de bien acter qu'on ne gagnera jamais plus en étant dans le système d'indemnisation que quand on travaille. Et donc ça, c'est aussi très important. Et puis je rebondis, ça me permet quand même de rebondir aussi sur les propos de Yves Verrier qu'on a eu à multiples reprises. On n'attend pas tout de l'État. À un moment donné, on oublie, on n'a pas prononcé le terme depuis le début, c'est que ce pays, c'est aussi un dialogue social, c'est aussi l'importance des partenaires sociaux, c'est aussi l'importance des négociations, tant dans l'entreprise que dans les accords de branche. Et quand on parle d'attractivité des métiers, à un moment donné, c'est aussi le rôle des partenaires sociaux, sous l'impulsion d'ailleurs de l'État, parce qu'on parle souvent de paritarisme, mais à un moment donné, je renvoie aussi la balle de façon très... Vous allez l'attraper et vous allez la saisir, mais à un moment donné, les partenaires sociaux doivent se mettre autour de la table, et c'est ce qu'on a fait en incitant les négociations de branche sur l'attractivité, parce qu'évidemment, il y a un vrai sujet. Quand vous avez des classifications qui font que certains salariés vont rester toute leur vie au même travail, à la même classification, ça c'est le rôle des partenaires sociaux de faire qu'on retrouve cette notion d'ascenseur social, de retrouve d'attractivité, de négociation de salaire, parce qu'on dit les patrons ne veulent pas négocier, mais les organisations syndicales ont aussi tous les arguments pour mettre autour de la table, et c'est leur rôle de faire des négociations. C'est inadmissible qu'il y ait des branches aujourd'hui qui aient des minima salariaux inférieurs au SMIC. Eh bien là, nous, en tant qu'État, on a un rôle d'impulsion, mais il faut évidemment que les partenaires sociaux de ce pays se saisissent de ce sujet, et ça fait partie aussi de la politique du pouvoir d'achat de ce pays. Alors, je sais qu'Yves Verrier va prendre la balle au bond et vous répondre sur l'avenir de l'État-providence. Oui. Je vais juste réagir très rapidement là, parce que je ne peux quand même pas laisser en l'état. Et après répondre. Oui, très vite. S'il s'agit de lutter contre les abus de contrats courts, il faut se dépêcher, parce que les stats des déclarations préalables à l'embauche tout cet été, juillet, août, septembre, c'est sur 6 millions de déclarations préalables à l'embauche, 4 millions de contrats de moins d'un mois. Donc, vous pouvez tourner les choses comme vous voulez. Les offres d'emploi aux salariés aujourd'hui qui vont subir une baisse de leur indemnisation chômage du fait de la réforme, n'auront pas d'autre choix aujourd'hui que de prendre les emplois qui sont sur le marché, qui sont des contrats de moins d'un mois très majoritairement. Deuxièmement, vous dites la balle au bond des partenaires sociaux. Je vous rappelle quand même que la réforme de l'assurance chômage, les 5 confédérations syndicales qui sont autour de la table de la négociation de l'assurance chômage depuis les origines sont opposées à la réforme de l'assurance chômage, sont allées devant le Conseil d'État en dernier recours pour essayer d'empêcher qu'elle n'en voie le jour. Donc vous vous tournez vers les interlocuteurs sociaux, mais commencez par les écouter quant au fondement de leurs arguments. Sur donc les questions qui étaient posées par nos jeunes, sur la question, la question de l'ubérisation, de la mobilité, ce que vient d'évoquer Mme Sodjo, ce que vient d'évoquer M. Aguillon. Moi, je pense qu'il faut quand même cesser de considérer que la précarité est le moteur de la performance. Ça, c'est le discours constant contre les dispositions, alors on appelle ça statut, convention collective, CDI, qui sont des dispositions qui ont pour objectif
de protéger le salarié de sa situation de subordination à l'employeur. Et je pense, moi, au contraire, que les dispositions protectrices des droits des salariés sont des facteurs de mobilité. Et vous avez raison, aucun jeune n'aspire à faire le même boulot toute sa vie pendant 40 ans, a fortiori si c'est au SMIC et à temps partiel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont de cette nature aujourd'hui. Hein. Et donc, ce qu'il est important de faire, c'est de mettre en œuvre les dispositions. Je parlais tout à l'heure des processus d'externalisation ou de sous-traitance en cascade, dont le seul objectif est de réduire le coût du travail et qui enferment des salariés dans des métiers dont ils n'ont aucun espoir de pouvoir évoluer. Je pense par exemple aux agents des entreprises de propreté qui travaillent 2 heures le matin avant l'ouverture des locaux, 2 heures le soir après la fermeture des locaux. Vous pouvez leur parler de mobilité, ça ne leur parle pas du tout. Donc je reviens à la nécessité aussi de revaloriser tous ces emplois. Maintenant, comment faire évoluer le système social? Je ne pense pas que ça passe par l'ubérisation, justement. On a un gros sujet, on a un désaccord d'ailleurs là-dessus, sur le statut des dits travailleurs Uber ou indépendants ou auto-entrepreneurs. Nous pensons que la reconnaissance doit être celle du travail salarié. Ça pose la question de l'employeur et donc du tiers intervenant qu'est la plateforme, avec le débat ensuite sur la régulation, y compris de la concentration des richesses autour de cette question des GAFAM, etc. La question de l'environnement, je voulais quand même répondre à cela aussi, parce que vous imaginez bien que les organisations syndicales y sont confrontées. Nos adhérents, nos syndicats sont en particulier dans des secteurs qui sont directement touchés et pour lesquels l'interrogation, elle est celle du devenir de l'emploi. Je pense à beaucoup de secteurs comme l'automobile, l'aéronautique aujourd'hui. Et ce qui nous importe, c'est d'être sûr des réponses qui sont celles qui répondent à l'enjeu du climat, de l'atténuation ou de l'adaptation. Et je vais vous prendre un exemple. L'automobile, lorsque tout d'un coup on annonce la fin du moteur thermique à horizon 2040, personne du côté des salariés n'avait été mis dans la boucle de la décision, donc elle tombe abruptement et évidemment tout de suite tout un chacun s'interroge, mais sachant que quand on passe d'un moteur thermique à un moteur électrique, on me dit que c'est 5 emplois, on passe à 1 emploi, hein, donc ça fait du dégât quand même. Hein. Donc, oui, avoir les réponses. Est-ce que c'est impératif? Il n'y a pas d'alternative. Est-ce que c'est effectivement le moteur électrique qui va résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre par le transport? Sûrement. Est-ce que ça résout aussi d'autres problèmes en termes environnementaux? Il y a tout le débat sur batterie, etc. Donc ça, c'est une question évidemment qui nous préoccupe, mais à laquelle on a décidé de répondre, de ne pas se mettre la tête dans le sable, de ne pas vouloir voir ou de s'y opposer au prétexte de l'emploi. Moi, ce que j'ai expliqué, y compris à nos syndicats, c'est que si il y va de l'avenir de l'humanité, on ne pourra pas dire nous, on s'en fout, nous, c'est notre emploi, point à la ligne. Hein. Donc, on a pris ces sujets-là, on les prend un par un de cette manière-là, et il y a 2 niveaux, ça ne se résoudra pas au plan national. Au plan national, ce qui est important, effectivement, c'est la phase. Mais vous l'avez dit justement, M. Aguillon, je pense que l'Europe, là, pour le coup, l'Union européenne mériterait de réorienter complètement son projet et de revenir justement à ce qu'a pu faire des Airbus dans le domaine de l'adaptation à la nécessité face au réchauffement climatique, et que l'on soit capable de coordonner et de réindustrialiser au regard des enjeux climatiques, environnementaux, de manière efficace et à l'échelle de la planète, parce qu'il faut peser. La COP26, je ne sais pas si elle va produire un consensus, mais on a quand même le sentiment que ça avance même trop lentement par rapport à ce qui est devant nous. Les syndicats ont pris le sujet parce qu'il fallait frapper fort dans les esprits en disant sur une planète morte, il n'y a pas d'emploi. Ce qui nous a permis de dire oui, et donc il faut qu'on s'occupe de la question climatique et environnementale en tant que syndicaliste. Pour moi, c'est un peu plus simple compte tenu de ma formation initiale, mais ça n'est pas immédiat pour tout le monde, évidemment.
Donc voilà, il y a ces questions-là. Les outils de la transition, je viens de dire, je pense qu'il y a un sujet européen. Et peut-être un point retraite. Un point retraite. Point retraite. Un point retraite, Philippe Aguillon qui nous dit... je vais vous dire tout de suite. Ah ben dites-nous. Ben, je pense que... Je ne sais pas si on parlera des comparaisons ensuite, mais premièrement, il faut avoir en tête que les prestations de retraite, je le disais tout à l'heure, ça ne part pas dans un bas de laine, ça c'est réinjecté dans l'économie. Bon. Deux, on a, je pense, un problème aujourd'hui qui n'est pas celui de nos systèmes de retraite qui seraient défaillants, qui est celui d'un chômage structurel. Monsieur Trichet évoquait la situation de la France de ce point de vue, et de la qualité de la nature des emplois. Je pense qu'avant de nous dire qu'il faut, qu'on n'a pas d'alternative du point de vue de l'évolution démographique, du rapport population active, population retraitée, il faut quand même d'abord résoudre le problème de la population active. Ça passe par s'assurer qu'un jeune, quand il entre dans la vie active, peut accéder à un emploi à temps plein pérenne. Deux, ça demande à ce que, et là les employeurs d'une certaine manière se sentaient un peu gênés aux entournures, puisqu'ils préconisent le recul de l'âge de la retraite, tout en sachant très bien que beaucoup des seniors ne sont plus en emploi, et que les employeurs ont tendance à se séparer des seniors pour aller chercher des plus jeunes formés et qui coûtent moins cher à l'entreprise. Et trois, il y a tous ces métiers confinés au SMIC, à bas salaire, à temps partiel, en contrat précaire. Il faut résoudre ce problème-là, parce que si on ne résout pas ce problème-là, on ne résout pas le problème de l'accès à une retraite correcte pour les salariés qui subissent ces situations, et on ne résout pas le problème de l'équilibre du système dans son ensemble. Donc il faut commencer par là, et on verra ensuite, et moi je suis convaincu que l'on aura résolu grandement le sujet de l'équilibre financier. Et à cet égard, je voudrais dire quand même que ceux qui nous projettent des grandes réformes et qui, dans un premier temps, s'appuient sur le Conseil d'orientation des retraites en nous disant il n'y a pas urgence, on n'a pas besoin de réaliser de nouvelles économies, il n'est pas nécessaire de toucher à l'âge, et qui, peu de temps après, nous disent finalement si, je pense que ça pose un problème de crédit de la parole initiale. Ils ont changé d'avis. Agnès et Jean-Claude Trichet, je sais que vous avez envie de répondre, et après on va passer la parole à vous, à la salle. Oui, brièvement, parce que je n'avais pas répondu sur la question de l'ubérisation. Bon, d'abord, la part dans les contrats courts, des contrats courts dans les embauches est très élevée, mais c'est un effet d'optique, puisque si c'est des contrats d'un jour, et ben, tous les 2 jours, il y a des embauches. Donc, depuis plusieurs trimestres, la part des contrats de plus d'un mois est en hausse, et la part des CDI est en hausse. On a changé de monde, je pense. Moi, je ne crois pas du tout à une ubérisation généralisée. On a changé de monde. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des compétences, pas forcément des ingénieurs, ça a été dit plusieurs fois, cherchent des compétences, et il y a une pression sur l'amélioration des conditions de travail, et dans les conditions de travail, le contrat évidemment stable fait partie, même si ce n'est pas forcément pour 42 ans. Et donc je voulais dire que la réforme de l'assurance chômage, elle est aussi pour contrer une habitude dans laquelle se sont installées les entreprises, certaines entreprises évidemment, mais de faire financer en quelque sorte leur flexibilité par l'assurance chômage. Ce n'est pas le rôle de l'assurance chômage de financer la flexibilité à l'intérieur des entreprises. Donc il y a des entreprises en effet qui sont soumises à beaucoup d'instabilité dans leur marché. Eh bien, ça, c'est un coût supplémentaire qui doit être internalisé par l'entreprise. Alors après, et ça m'amène aussi au sujet quand même, il faut dézoomer. On va avoir dans les années à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, des variations importantes de salaires relatifs entre les professions. Et là, j'adhère parfaitement à ce que vous avez dit sur un certain nombre de professions qui n'ont pas de perspective de mobilité ascendante. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on évite ce qui a été fait lors de la crise précédente, où les salaires avaient augmenté de manière complètement déconnectée de la productivité. Et là, on a un enjeu de compétitivité. Je rejoins Jean-Claude Trichet. Faire attention parce qu'on a mis beaucoup d'années à s'en remettre.
Et il ne faut jamais oublier que la France a un problème de compétitivité, de baisse de part de marché dans tous les secteurs, industriels, agricoles. Donc ça, c'est aussi très important. Et pour finir, sur les retraites, je pense qu'il faut quand même rappeler que le taux de chômage des seniors, c'est le plus bas de toutes les catégories d'âge. Et qu'en réalité, quand on allonge d'un an la durée d'activité, les gens restent où ils sont. Donc effectivement, s'ils n'étaient pas en activité, ils restent pas, et ce n'est pas là qu'ils vont trouver un emploi, mais s'ils étaient en emploi, en général, ils restent en emploi. Et il y a un effet rétroactif sur les catégories d'avant. Ça a été montré que, disons, la date butoir pour liquider la retraite à taux plein, eh bien, ça joue aussi sur l'incitation des entreprises à investir dans des actifs qui ont dans les 50 ans, et s'ils ont encore 15 ans devant eux, c'est pas pareil que s'ils ont seulement 12 ans. Donc ça, c'est aussi des choses importantes. Et enfin, sur la réforme des retraites, c'est pas... Enfin, je crois qu'il y a aussi... Et ça, je voudrais dire, c'est quelque chose de très général. Souvent, on considère les réformes en France comme si le statu quo était une option. Et donc, je pense que là, on peut le comprendre sur la transition écologique. Le statu quo n'est pas une option, mais on peut aussi le comprendre sur les retraites. Dans les rapports du corps, de manière répétée, sont montrés la baisse des niveaux de vie relatifs des retraités futurs par rapport aux actifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans les cartes. Est-ce qu'on est satisfait de ça? Il y a en effet différentes conventions pour calculer les déficits, et je suis d'accord qu'on s'y perd un peu on peut s'y perdre un peu. Néanmoins, l'alternative, c'est probablement une hausse des cotisations sociales qui, là, ça a été démontré, nuit pas forcément aux travailleurs seniors, mais plutôt aux travailleurs jeunes. Donc si on veut que des jeunes rentrent sur le marché du travail, la première chose à faire, c'est de ne pas monter les cotisations sociales, parce que c'est surtout aux jeunes peu qualifiés que ça va nuire en termes d'insertion professionnelle. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une approche large, et nous on dit économistes en équipe générale, c'est en prenant tous les effets sur les autres segments du marché du travail, les autres segments du marché des biens et services, etc. Jean-Claude Trichet. Et après, on passe aux paroles, aux questions de la salle. Agnès vient de dire pratiquement tout ce que je voulais dire, mais je voudrais reprendre un point de Yves Verrier. Dans quelques domaines que ce soit, certes, on va augmenter le revenu, on va augmenter la retraite, etc., ou on la laisse à un niveau très élevé, et puis c'est redépensé dans l'économie. Donc, disons, un raisonnement tout à fait respectable de type keynésien. C'est valide tant qu'on n'est pas précisément dans une situation très, très difficile où on perd des parts de marché. Donc, ce qui est redépensé va à l'étranger dans une large proportion et pas chez nous. Et à l'évidence, on a déjà atteint, en termes précisément de dépenses publiques, des niveaux qui nous placent à l'extrême limite de ce qui est imaginable. Alors, si c'était une bonne recette, on aurait la meilleure économie du monde et les meilleurs taux d'emploi et surtout le chômage le plus bas du monde. Ce n'est pas le cas. Donc il faut faire très attention à ce raisonnement, disons, qui consiste à dire ça se dépense et donc ça anime l'économie. Merci. Merci. Vous avez une petite... On vous entend, allez-y. On m'entend ? Oui, parfait. Pardon, désolé. J'aurais juste une question parce que c'est très rapide. Très rapide. C'est juste parce que je vois qu'il y a toutes les questions autour du travail, autour d'une réforme. Et il y a une réforme que j'avais vue passer chez Monsieur Tirole à propos du contrat de travail unique. Et bon, j'ai pas exactement toutes les idées, etc. Mais je voulais savoir ce que vous y pensiez, notamment parce que pour les syndicats, c'est intéressant. Et je trouve d'un point de vue économique, c'est Monsieur Tirole. Alors, j'espère pas me faire d'ennemis, mais je trouve que Monsieur Tirole est très bon. Merci beaucoup. Donc, fin du CDD, fin du CDI, contrat unique. Yves Verrier, et qui veut répondre? Oui, alors ça, je vais très vite. Ça peut paraître séduisant, c'est-à-dire c'est un contrat dont les protections progressent au fur et à mesure du temps. Donc ça peut paraître séduisant. Moi, vous savez, le CDI, il est déjà aujourd'hui très flexible en réalité. Donc je ne pense pas que... Ce que je crains, c'est qu'on allonge la période qui permettent d'atteindre le niveau de protection du CDI. Donc, on a imaginé des tas de choses comme ça. Monsieur Aguillon parlait de missions, donc les contrats de chantier,
ou contrat de mission. Mais le problème à chaque fois, je pense encore une fois que la précarité n'est pas le moteur de la performance. Je pense qu'on est performant et on se projette dans l'avenir si on ne se sent pas forcément en insécurité. Après, c'est une question de dynamique d'ensemble. Et puisqu'on parle de l'âge de la retraite, un peu en lien avec ça par rapport aux positions jeunes, l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, on a retardé à 70 ans la possibilité pour l'employeur de mise en retraite d'office du salarié. La question, elle est celle, encore une fois, de la qualité de l'emploi quand on arrive à 60, 62 ans aujourd'hui. Moi, je suis désolé, mais vous avez des salariés qui ne peuvent plus. Et si vous regardez avec certains pays, notamment les pays nordiques, vous verrez que le différentiel de part des dépenses de retraite dans le PIB en faveur des pays nordiques, vous retrouvez en défaveur de ces pays à peu près le même niveau sur la prise en charge de l'invalidité. C'est-à-dire que ceux que vous ne prenez pas en charge comme pensionnés, un certain nombre, vous les prenez en charge parce qu'ils sont dans l'invalidité. Deux réponses hyper rapides de Florence et de vous, Philippe, mais très rapidement. Non, sur le contrat unique, c'est une réflexion d'économistes que nous avons depuis une quinzaine d'années, qui a été largement étudiée par les juristes, mais c'est séduisant sur le papier, mais on n'arrive pas concrètement à... D'une certaine façon, pour faire un peu de provocation, c'était un peu la réflexion du CPE, qui était d'avoir alors vous n'étiez pour la plupart pas nés, mais moi j'étais déjà là, hélas, et donc avec Gérard Larcher qui portait le projet et qui vous avait mis si nombreux dans la rue, parce qu'évidemment Yves Verrier a absolument raison, c'est-à-dire que ça ne peut être que finalement une gradation progressive de protection, et puis c'est aussi oublier que dans ce pays il y a des besoins de remplacement, il y a par nature des emplois qui ne peuvent pas être des CDI, et donc on n'a jamais réussi à trouver la panacée, et au risque de me répéter, la vraie garantie, encore une fois, et c'est ça, et c'est la raison pour laquelle finalement depuis le début on est tous alignés, c'est encore une fois la compétence. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème de changer d'un travail et de passer d'un travail à un autre, d'un secteur à un autre. Et si possible, sans passer par la case chômage, c'est véritablement de trouver à chaque fois le bon savoir-faire que vous pourrez derrière utiliser pour passer d'un contrat qui peut même... Il faut qu'on assume, contrairement à mon ami de droite, il faut qu'on assume qu'il y ait des contrats courts et que ce n'est pas un drame à partir du moment où vous ne vous installez pas dans une précarité, que vous ne vous installez pas dans l'assurance chômage. Philippe Aguillon. Moi, je raisonne en termes de durée de cotisation plutôt que d'âge, tu vois, où on part pas. Je crois qu'il faut dire, voilà, il faut augmenter la durée de cotisation. Alors, en tenant compte, donc ça fait que les jeunes qui commencent plus tôt, ils terminent plus tôt. Et puis, c'est évident que les considérations de pénibilité peuvent entrer en compte. C'est-à-dire, si tu fais des travaux très, très pénibles, très longtemps, il y aura le débat de la pénibilité dans l'ajustement de la durée de cotisation. Et ce sera une négociation. Mais je pense qu'elle doit avoir lieu. De dire on ne change rien et on reste comme on est, ça, c'est pas une position possible. Mais de dire, voilà, on rêve, c'est pas un sujet tabou. Parce que, de toute façon, il n'y a pas 36 trucs. Où tu augmentes la durée de cotisation, où tu vas devoir réduire, où tu vas, avec l'allongement de la durée de vie, tu vas devoir réduire. De toute façon, il y avait Touraine déjà. En fait, c'est déjà accéléré Touraine. Ça va déjà dans la bonne direction. Bon. Et si tu veux, forcément, c'est avec l'allongement de la durée de vie, où tu vas réduire les prestations, où tu vas devoir augmenter. Tu n'as pas 36 marges. Donc, à un moment donné, il faut passer à la caisse. Donc, où tu réduis, où tu augmentes la durée de cotisation, tu dois le faire de manière juste et de manière réfléchie. Donc, ça doit être négocié. Où tu réduis les prestations. Et finalement, c'est ça. Et tu n'y coupes pas. Donc, moi, je ne vois pas comment. Tu sais, c'est à un moment donné, l'économie, ça doit s'additionner. Et moi, je crois que ce qu'on a vu avec le mouvement des retraites, c'est que les gens avaient très peur qu'avec les points, ils perdent sur leur retraite. C'était ça la grande peur. Donc, il faut une réforme qui garantisse la valeur des retraites. Voilà. Et je pense que le truc le plus naturel, c'est le débat sur la durée de cotisation pour garantir que les gens gardent leur retraite. Voilà. Moi, ça, c'est mon sentiment. Merci à vous quatre pour vos questions. Et maintenant, la parole est à la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Comment ça se passe? Voilà.
Bon, alors, il y a une question ici, une question là-bas, une question... Et je n'oublie pas, je vous oublie pas derrière. Le monsieur qui posait... Monsieur, allez-y. J'avais une ou même deux, trois questions. Ah non, 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 non. Alors, une question. Une, parce que, okay. Je suis désolée, il nous reste même pas on une a beaucoup demi-heure. parlé de... Donc, une question. On a parlé donc de réformes pour réduire les inégalités, etc. Je voulais savoir effectivement si la réforme qui consistait à réduire le taux de taxation des dividendes allait dans ce sens-là. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était aussi par rapport à la transition écologique. Actuellement, on subventionne les énergies fossiles. On avait dit une question. Est-ce que les subventions des énergies fossiles est-ce qu'on pourrait tout de suite les arrêter et permettre effectivement de dégager de l'argent pour financer peut-être l'hôpital public? Parce qu'on veut réformer, on a indiqué effectivement que quelque part, il fallait réformer l'État, et réformer, il y avait un coût, mais quand on prend l'hôpital par exemple, est-ce que la réforme de l'hôpital, est-ce que c'est le casser comme c'est en cours depuis un certain nombre d'années avec effectivement des salaires qui sont bas pour des internes, et là, non pas 35 heures, mais au moins 50 heures pour un interne? Est-ce qu'on veut aller vers plutôt des cliniques privées ou est-ce qu'on veut garder un hôpital public? Non, moi je voudrais qu'on vous réponde déjà sur la taxation du capital et peut-être sur la baisse drastique des subventions aux énergies fossiles. Taxation du capital. Agnès. Alors, il y a deux manières de répondre à ce sujet. La première manière de répondre, c'est qu'on a énormément d'investissements, y compris pendant la crise. C'est extrêmement dynamique. Et mais ça peut être une coïncidence. Donc, il y a une deuxième manière de répondre, qui est de faire de l'évaluation. Et là, on a beaucoup de mal, parce que quand on veut faire de l'évaluation, on voudrait savoir qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette réforme. Et or, donc on a besoin en fait de comparer deux types d'entreprises. Ça a été tenté dans un rapport récent France Stratégie, mais en fait c'est assez fragile. Pourquoi? Parce que si je suis actionnaire d'une entreprise, donc j'ai mis 1 euro dans une entreprise, et je vais avoir plus de dividendes parce que c'est moins taxé, donc après impôt, j'ai plus de dividendes. Ce dividende, je ne vais pas forcément le réinvestir dans la même entreprise, je peux l'investir dans une autre entreprise. Et cette autre entreprise, malheureusement, l'évaluateur l'aura utilisée comme point de comparaison. Hein, c'est comme dans les évaluations médicales où on a des personnes traitées, des personnes non traitées. On l'aura considérée comme non traitée. Or, elle aura bénéficié de mon réinvestissement. Oui, et le capitalisme, c'est beaucoup ça. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est entreprise par entreprise. Les actionnaires, ils réallouent sans arrêt. Donc, l'évaluation, donc ça va progresser. Donc, c'est encore un peu tôt pour juger. Il y aura un deuxième rapport l'année prochaine. Mais on a cette difficulté technique d'évaluer véritablement cette réforme. Jean-Claude Trichet, c'est sur la taxation du capital ou la baisse des subventions? Un mot sur la remarque sur les dividendes. D'accord. On est en présence de grandes entreprises françaises qui, s'agissant des grandes et très grandes, sont partout dans le monde. L'argent qu'elles gagnent est essentiellement, c'est pénible à dire, mais essentiellement gagné dans le reste du monde. Et donc il faut faire très attention de ce point de vue-là, lorsque on a effectivement des entreprises qui sont prospères, mais qui sont prospères parce qu'elles ont bien géré un empire mondial et pas parce qu'elles gagnent de l'argent en France. Il faut se dire, on est back to problème de la compétitivité. Deuxièmement, il faut bien voir aussi la force de notre économie, en tout cas de la partie de l'économie qui est dans le domaine privé, c'est évidemment la capitalisation des entreprises en question. Sinon, toutes nos entreprises sont rachetées par les entreprises mieux dotées, plus capitalisées. Si on pèse sur les dividendes, on affaiblit naturellement, aux yeux de l'ensemble des épargnants et des investisseurs du monde entier, la taille en termes de capitalisation de nos entreprises, et ça affaiblit ou ça peut affaiblir considérablement notre économie. Donc, c'est un problème qu'il faut regarder de très près, mais il a des aspects qui sont, de ce point de vue-là, très très importants et qu'il faut bien comprendre. Oui, je pense qu'on a vraiment besoin de fonds propres en sortie de crise. Il y a eu beaucoup d'endettement pendant la crise, et c'est vrai qu'on a un énorme besoin de fonds propres pour les entreprises, notamment les PME, en sortie de crise. Donc de ce point de vue, ça tombe assez bien. Je voulais juste dire un mot sur la taxation des revenus du capital, mais plus général, parce qu'il y a eu un débat, on a dit voilà, président des riches, etc. En fait, on a fait
Macron a essayé de faire un peu la réforme que les Suédois avaient fait au début des années 90. Avant 90, les Suédois taxaient le capital comme nous, la France, on le faisait. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'innovation. Quand ils ont ajusté leur imposition sur le capital, ils ont fait la flat tax, ce que nous on a fait, eh bien en fait ça a augmenté l'innovation, ça a dopé la croissance suédoise et donc ça a augmenté les recettes fiscales. Voilà. Et ils ont quand même conservé leur modèle social. Et vous voyez donc, et souvent il y a les études, alors c'est pour ça que je regardais les études, moi j'ai beaucoup de respect pour l'IPP, Bozio, etc. Mais en général je trouve que ce qui est quand même, et malheureusement c'est pas eux qui le disent, mais la presse le rend comme ça. Voilà, première chose, une première étude, effet de la flat tax, on voit qu'il n'y a pas d'effet. Mais ce n'est pas vrai, ils n'ont pas regardé l'entrée de nouvelles entreprises. La France est devenue beaucoup plus attractive pour l'entrée de nouvelles entreprises, d'accord ? Et ça, évidemment, ils ne peuvent pas le regarder. Les effets dynamiques sur l'emploi et l'entrée ne sont pas pris en compte dans ces rapports. Donc, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur. Ça ne dit rien, puisque l'effet principal, ça va être un effet d'entrée, un effet dynamique d'entrée et d'emploi. La dernière chose, c'est que le dernier rapport, c'était, il regardait le Covid et qui a perdu, qui a gagné. Mais grâce aux mesures prises par ce gouvernement. Mais il y avait des mesures qui avaient été décidées par le gouvernement précédent. Mais le gouvernement actuel pouvait tout à fait les interrompre, les remboursements des lunettes, toute une série de remboursements. Le gouvernement actuel pouvait très bien décider de ne pas le faire. Donc quand tu prends tout ça en compte, tu arrives à l'évaluation du Trésor, qui est beaucoup plus fiable que celle de l'IPP. Tu vois ce que je veux dire? Et alors tout d'un coup, tu as un grand titre dans le journal, oui, les pauvres. Et après, tu regardes de près, tu vois que c'est du pipeau, tu vois que c'est pas sérieux. Donc si tu veux, je crois que là, il faut être très sérieux quand on regarde les études, des rapports, ce qu'elles disent. Et voilà. Et souvent, des fois, les titres des journaux peuvent être misleading, comme on dit en anglais. Voilà. Donc j'appelle à la plus grande vigilance à cet égard. Voilà. Une autre question, je crois qu'il y avait... Allez-y, allez-y. On vous écoute. En fait, j'ai une question pour comparer en fait, la France et l'Allemagne. Donc la balance commerciale est négative pour la France. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Oui. Le solde budgétaire a été positif à un moment donné en Allemagne. Ce n'est pas le cas en France. Pensez-vous que les Allemands sont beaucoup plus intelligents que nous? Première question. Et puis, moi, quand j'étais jeune, on m'expliquait que les Chinois allaient vendre des t-shirts et que nous, on allait vendre toujours la haute technologie. Est-ce que les élites françaises n'ont pas fait preuve d'aveuglement, voire de naïveté, et surtout lorsqu'à un moment donné, on entendait les discours que l'investissement en France était très important, c'était très bien, et en fait, on s'aperçoit qu'on s'est fait piller nos savoir-faire et nos industries, et on voit le taux d'industrie maintenant par rapport à il y a 30 ans. Donc, naïveté, aveuglement des élites. Question. Alors, la comparaison France-Allemagne, c'est une question pour vous, ça, Jean-Claude Trichet. Je peux en Bien dire sûr. juste un mot. Il y a un paradoxe dans la comparaison France-Allemagne. Nous avons nous-mêmes, parce que nous voulions faire l'euro, parce que nous voulions parfaire la construction européenne, mener une stratégie dite de désinflation compétitive, qui était très compétitive sur une période de 17 ans à peu près, jusqu'à l'euro. Et de fait, lorsque nous sommes parvenus à l'euro, nous avions un excédent de balance des paiements courants, les Allemands avaient un déficit de balance des paiements courants, nous avions une dérivée qui était bonne pour l'emploi, ils avaient une dérivée qui était mauvaise pour l'emploi, et notre balance commerciale franco-allemande était excellente. Moi, je voyais à l'époque les Renault inonder littéralement le marché allemand. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce bénéfice que nous avions d'une compétitivité qui avait été formidablement améliorée de manière multipartisane, tous les gouvernements de toute sensibilité qui s'étaient succédés avaient mené à peu près la même stratégie de compétitivité. Après le début des années 2000, l'idée était laissons l'économie fonctionner convenablement maintenant que nous avons atteint nos objectifs. Au même moment, les Allemands qui avaient eu la réunification, qui étaient en grand déficit, en grande difficulté dans tous les domaines, ont mené en gros la politique que nous avions menée 17 ans auparavant. Et ils l'ont fait. Alors eux, il y a eu Schröder, il y a eu les réformes Schröder qui ont joué un grand rôle sur le plan de la communication, sur le plan symbolique, mais d'une manière plus générale, c'était assez spontané. C'est-à-dire que les entreprises, le Mittelstand allemand, voyant qu'il n'était plus compétitif, il y a eu, je dois le dire devant Yves Verrier, mais il le sait bien, une sorte de consensus entre les employés, les syndicats et les patrons pour remettre leur propre entreprise en situation de compétitivité importante, avec l'idée, comme ça, on
consolide l'emploi de ceux qui ont un emploi dans l'entreprise, et puis on crée les emplois potentiels pour les enfants et les petits-enfants. Moi, j'ai observé ça en Allemagne lorsque j'étais à Francfort, et ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est vrai qu'ils ont une culture dominante des partenaires sociaux dans le secteur privé qui n'est pas la nôtre et qui leur a formidablement simplifié, disons, le retour à la compétitivité. Alors, au moment de la crise, nous étions nous-mêmes déjà dans une situation un peu difficile, et même très difficile, il faut le dire, mais heureusement pas du tout dans la situation de l'Espagne ou de l'Italie, et les Allemands étaient dans une très bonne situation. Bon, alors, on est en train d'améliorer la situation relative, je crois, en tout cas les efforts qui sont faits par les gouvernements français successifs me paraissent aller dans le bon sens, d'autant que la prise de conscience est faite. Là, maintenant, on sait qu'on a perdu des parts de marché, que les Allemands en ont gagné, mais qu'on en a perdu plus que l'Espagne et plus que l'Italie. Donc il y a un vrai problème de compétitivité hors coût et coût en France. Compétitivité et puis faute et naïveté des élites. Yves Verrier. Oui, alors, Monsieur Trichet, j'étais avec le président des syndicats allemands il y a 2 jours. On échange régulièrement entre nos organisations syndicales. Si vous lui demandez son avis sur les réformes Schröder qui ont pris le nom de Monsieur Hartz à l'époque, vous verrez que le consensus n'y est pas. C'est Monsieur Hartz, c'est les jobs à 1 euro. Et alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore, le constat était qu'on avait plus de travailleurs pauvres en Allemagne qu'en France. Donc, je pense qu'il faut modérer un peu ça. Sur la question que vous posiez, et qui rejoint un peu les 2 questions qui ont été posées, je pense que la bascule, vous rappeliez que j'étais à l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, son objectif, depuis ses origines, en 1919, était de faire en sorte de lever les conditions d'emploi, de protection sociale de tous les travailleurs dans le monde, pour éviter que la concurrence ne se fasse sur le dos des travailleurs. On avait déjà des amorces, évidemment, de mondialisation de l'économie qui se sont accrues. Et la grande bascule, quand même, elle est l'entrée de la Chine à l'OMC sans aucune condition sur le plan social, même pas démocratique. Les constructeurs automobiles aujourd'hui nous alertent. On parlait du changement climatique, il y a, y compris dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales du secteur de l'automobile, on installe par exemple à Douai un site qui s'appelle Electricity où on va construire Renault complètement électrique avec un Chinois d'ailleurs qui vient s'installer pour construire des piles. Batterie, pardon, et reste la question de l'infrastructure. Bon, bref, donc on est en train de former et de regarder comment on peut faire en sorte que les salariés globalement s'y retrouvent, c'est-à-dire qu'on perde le moins possible, voire pas d'emploi. C'est pour le moment ce qui se dessine, mais les constructeurs automobiles nous alertent aujourd'hui sous l'angle, attention aux véhicules électriques chinois qui risquent d'arriver très vite, très performant et très peu coûteux. Oui, juste, excusez-moi, juste un mot. Je voulais le dire, non, c'est très court. Oui. Je pense qu'il y a une bascule aussi sémantique, mais qui est très significative sur le plan économique. On parlait de productivité tout à l'heure, on ne parle plus que de compétitivité. Et le problème de la compétitivité, c'est que pour être plus compétitif, ce qui effectivement est un objectif d'une entreprise ou d'un État dans la mondialisation, il faut qu'un autre ou les autres le soient moins. Le problème, c'est que si on entre sur le terrain du coût du travail, on est dans une spirale qui fait qu'effectivement, ça risque d'être la voiture électrique chinoise à bas coût, performante pour autant, qui occupera le marché. Non, je voulais juste dire un mot. Ce qui s'est passé aussi, alors je passe sous le contrôle de Jean-Claude, mais c'est qu'au moment du passage à l'euro, on perd évidemment un outil qui est la dévaluation monétaire quand on passe à l'euro. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire, c'est une dévaluation réelle. D'accord ? Et or, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les 35 heures. Catastrophe, quoi. Je veux dire, ça a été mal fait. On pouvait le faire autrement, mais ça a été un coup. On a fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Donc voilà. Et donc on voit bien, d'ailleurs, le décrochage industriel français, partout, c'est depuis 95. On voit partout, jusqu'en 95, on est à la frontière partout, et on décroche partout à partir de 95. Et c'est évidemment, il y a le fait qu'euro
combiné avec les 35 heures. Ça, c'était une très mauvaise combinaison. Sur la Chine, donc je veux dire, évidemment, il faut revoir l'OMC, comment pratiquer, etc., et être très vigilant. Mais je pense que il faut faire très attention au protectionnisme. Les Allemands sont devenus beaucoup plus compétitifs en innovant et en investissant, pas en faisant des guerres de prix. Alors il faut faire des taxes aux frontières dans des domaines comme l'énergie. S'il y a des paradis polluants ou du dumping social ou environnemental, on peut avoir la menace de tarifs aux frontières, d'accord ? Mais je crois que la meilleure manière, c'est l'innovation. Parce que si vous faites une guerre commerciale avec un pays, le pays il va se venger, il va dire moi je vous ferme mes marchés. Mais on sait qu'à ce moment-là, on a moins d'incitation à innover parce qu'on innove pour le marché mondial. Donc si on se tire une balle dans le pied, si on fait ça par le protectionnisme, on se tire une balle dans le pied parce qu'en fait, on va se fermer des marchés d'exportation, ce qui va réduire notre incitation à innover. Or, c'est justement par l'innovation c'est en montant en gamme. Et je réponds à votre question, l'idée n'est pas de baisser les coûts tout le temps, c'est de monter en gamme. Ce qui compte, c'est le rapport prix divisé par la qualité. Et c'est la montée en gamme. Et c'est ça que les Allemands ont su faire. Les Allemands, dans l'automobile, etc., ils ont été bien meilleurs que nous dans la montée en gamme. Et je crois que c'est ça qu'il faut viser. Une troisième question, et je me tourne, je suis désolée de vous avoir tourné le dos pendant cette heure et demie. Est-ce qu'il y a une question ici? Je vois plein de jeunes. Allez-y. Allez-y. Posez votre question. On vous entend. On a aujourd'hui une tentation sur des messages plus populistes. Je voulais savoir si les économistes avaient des réponses sur l'apport de l'immigration à l'économie. Parce que comme on sait, c'est plutôt... Enfin, vous nous avez parlé de la tension sur le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire de cette immigration une chance pour notre économie? Moi, je peux dire juste un mot pour commencer. Allez-y. Il vient d'avoir une étude très intéressante du Conseil d'analyse économique par Emmanuel Auriol et collègues, et qui montre que, d'abord, l'immigration qualifiée, c'est quelque chose c'est une force. Moi, j'ai dans mon livre, je ne vais pas faire la pub pour mon bouquin, Le pouvoir de la destruction créatrice, mais si vous regardez le chapitre 13 sur la mondialisation, il y a toute la dernière partie, il y a eu des études faites par un certain nombre de personnes qui montrent, notamment aux États-Unis, la force qu'a été l'immigration qualifiée, notamment. Parce que les gens qui émigrent, c'est des entrepreneurs déjà, c'est des gens qui prennent des risques. Vous savez, l'innovation, c'est la prise de risque. Et donc, il faut une immigration, mais il faut une immigration intelligente, choisie, etc. Donc, je pense que l'idée de zéro à l'immigration, c'est une folie. Mais il faut une politique d'immigration intelligente, carte verte, point, j'en sais rien. Et il faut la repenser et puis intégrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une politique à la fois d'immigration intelligente et d'intégration. Et nous, on ne sait pas intégrer les personnes qui viennent. Donc je crois qu'il faut repenser ça, mais de le faire d'une manière qui soit vraiment une manière scientifique et intelligente, et pas appel à la haine, et pas quelque chose qui soit... voilà, il faut que ce soit de la réflexion et basé sur des données et on sait que l'immigration qualifiée notamment, eh bien, c'est une force de croissance. Peut-être les deux dernières questions. Allez-y. J'avais une petite question sur la réduction du temps de travail, parce que du coup, vous parlez tous du plein emploi, sauf qu'avec l'automatisation, il n'y a pas assez d'emplois pour toute la population. Une des solutions qui est évoquée dans certains médias, c'est la réduction du temps de travail qui, en plus de libérer des emplois, en fait, permet une croissance culturelle, une croissance personnelle, une croissance sociale, en fait, en permettant à chacun de l'utiliser son temps à d'autres escients, par exemple en se formant, en se mettant à jour. Donc pourquoi est-ce que cette solution au problème du plein emploi qui est plus existant n'est pas étudiée sérieusement? Alors, si je puis me permettre. Jean-Claude Trichet, Yves Verrier. Philippe a parlé des 35 heures. Oui. Si c'était une solution miracle, on serait au plein emploi et ce serait formidable. Ce qui compte, c'est de séduire les consommateurs français, européens et mondiaux en leur donnant le meilleur rapport qualité-prix pour nos biens et pour nos services. C'est ça l'objectif. Alors, si on fait des progrès de productivité fantastiques, si on a effectivement de l'innovation, comme le disait Philippe, eh bien, on peut, dans certains secteurs, peut-être avoir un accord qui permet, tout en étant compétitif sur le plan européen et mondial, de diminuer le temps de travail. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui vient comme s'il y avait un gâteau qui nous était donné par le reste du monde et par nos propres concitoyens, qui ne sont pas les derniers à acheter le meilleur rapport qualité-prix et qui, effectivement, dont la préférence française est très, très limitée. Il suffit d'aller dans un supermarché. Donc, soyons sérieux. Si nous voulons le plein emploi, il faut que nos rapports qualité-prix soient au niveau de ce que souhaitent les consommateurs mondiaux. Travailler moins. Oui, très, très vite.
Si les 35 heures ont, sur certains aspects, effectivement, été mal conçues, mal faites, c'est une réalité. À l'époque, FO était assez critique sur un certain nombre de dispositions. Mais contrairement d'ailleurs à ce qu'a laissé entendre le président de la République dans sa dernière allocution, la France n'est pas le pays où on travaille moins qu'ailleurs. La question est celle des jeunes et des seniors, mais pas sur la durée hebdomadaire ni sur la durée annuelle. On est à peu près dans la moyenne et on est même au-dessus de nos voisins allemands de ce point de vue. Donc la question du temps de travail, elle peut être posée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet qui remonte immédiatement de la part des salariés. Le sujet qui remonte immédiatement de la part des salariés, c'est la qualité de l'emploi. C'est la qualité de l'emploi et les perspectives d'évolution que proposent différents types d'emplois, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure. C'est ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le pouvoir d'achat, le salaire, la rémunération du travail. Et encore une fois, il y a vraiment à clarifier les choses parce qu'on ne sait plus qui rémunère qui dans cette affaire. On a un sujet nouveau qui commence à émerger, qui vient percuter la question du temps de travail, c'est le télétravail. C'était très minoritaire et circonscrit à certains secteurs d'activité avant la crise sanitaire. Le télétravail subi massivement dans le contexte du confinement a ouvert un peu des aspirations, parfois des salariés, parfois l'entreprise, et on se retrouve aujourd'hui confronté à la mise en place du télétravail qui va progresser sans doute dans l'avenir, avec des aspects positifs qui sont principalement la réduction, et la réduction du temps de travail pourrait rentrer là-dedans d'ailleurs, la réduction des temps de transport, quand on a 3 quarts d'heure, 1 heure le matin et la même chose le soir. Mais il y a des côtés qu'on mesure d'ores et déjà dangereux du point de vue de l'isolement des salariés. Donc on travaille plus aujourd'hui sur le plan syndical sur la manière de protéger les salariés dans le cadre de la mise en place d'un télétravail qui est parfois à la fois l'aspiration des salariés et d'un certain nombre d'entreprises. Et donc, pour finir, c'est Agnès et Florence qui vont vous répondre sur la question du temps de travail. Oui, je crois que la question fondamentale, c'est le temps de travail versus la rémunération. Hein. Il y a une forte demande pour du pouvoir d'achat en ce moment, donc réduire le temps de travail en réduisant la rémunération, puisque si le salaire horaire reste le même, c'est bien ça qui va se passer. Ce n'est pas forcément la demande des travailleurs. Néanmoins, on peut imaginer que dans certains secteurs ou certaines entreprises, il y ait des gains en termes de productivité des heures travaillées. Donc à ce moment-là, on peut maintenir le salaire en baissant le temps de travail. Ou ça peut être dans des secteurs fortement en tension. Finalement, un moyen que trouvent les entreprises en combinaison avec du télétravail, enfin des aménagements qui permettent d'attirer des travailleurs de haute qualification, donc en réduisant le temps de travail et avec des salaires néanmoins attrayants, ou alors ils négocient contre la flexibilité, donc annualisation du temps de travail, des moments où on travaille énormément, des moments où on travaille moins, mais je pense que ça doit être utilisé plutôt comme un levier pour s'adapter aux contraintes entreprise par entreprise et à la situation du marché du travail, plutôt que comme une toise sous laquelle tout le monde doit passer. Il faut faire attention aussi à les heures travaillées. S'il y en a moins, il peut y avoir plus de tensions, des cadences plus importantes, plus de pression sur les salariés, qui ne sont pas forcément très bien vécues aussi, notamment si on a plus de travailleurs seniors, on reboucle sur la discussion d'avant, où la cadence peut être aussi quelque chose qui est dur à vivre pour le travailleur. Donc il faut être assez précautionneux sur ce sujet, il me semble. Florence. Je ne vais pas revenir sur les 35 heures, ça se saurait si ça avait fonctionné. Moi, je pense qu'il faut qu'on ouvre le débat, et vous l'avez cité. La durée du travail, elle va se reposer d'une façon un peu plus globale, qui va être l'organisation du travail de façon plus globale, avec évidemment l'introduction du télétravail. Je vous rappelle quand même que 3% des salariés en France avaient un jour de télétravail avant la crise, qu'on a connu le télétravail massif à 100% pour les travaux télétravaillables quand c'était possible pendant les différents confinements. C'est évidemment pas le modèle
que nous devrons suivre, parce qu'on en connaît maintenant aussi toutes les limites de l'inégalité devant le confinement, les risques d'isolement, l'absence de collectif de travail qui n'est pas bon ni pour l'entreprise ni pour le salarié. Mais en revanche, et c'est la raison pour laquelle, à la suite des différents confinements et de la crise, des travaux sont enclenchés aussi au ministère du Travail avec les partenaires sociaux, parce que c'est cette nouvelle organisation qui passe par du télétravail de façon modérée, mais c'est aussi, on n'en a pas du tout parlé encore, le développement énorme du coworking, des tiers-lieux. Regardez 2 secondes l'évolution et la proportion, le développement des tiers-lieux, qui pose d'ailleurs aussi une question plus globale d'organisation, pour éviter que les salariés soient en total isolement comme ils le sont quand ils sont télétravailleurs chez eux. Les tiers-lieux, le coworking permet de reconstituer des collectifs de travail indispensables, mais c'est aussi la réduction évidemment des délais de transport, et l'entreprise et les salariés y ont un intérêt. C'est aussi toute une politique d'aménagement du territoire que ça va poser. Aujourd'hui, on travaille avec les ultra-métropoles, avec l'effet ruissellement qu'on a cru à un moment donné efficace. Et finalement, à un moment donné, il faut aussi se reposer la question de est-ce qu'on peut retravailler dans des petites villes, y compris à la campagne, tout en étant productif et jamais déconnecté de son collectif du travail. Et toutes ces réflexions sont en cours, sont sur la table, et je pense que ça posera inévitablement le sujet aussi de la durée du travail, puisque du coup, on n'est plus tous sur le même site au même moment. Et ça, c'est des réflexions d'avenir que le ministère du Travail avec les partenaires sociaux a commencé à enclencher, mais qu'on n'en est qu'au début. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Les 2 heures ont passé très, 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 très vite. On aurait pu rester l'après-midi avec vous. Merci aussi pour votre présence, vos questions et votre attention. Puis merci à ceux qui sont derrière leurs écrans.